Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale des Têtes dans le Cloud, un condensé de news tech fortement influencé par l'écosystème Microsoft et animé par des passionnés. Alors pourquoi épisode spécial? Parce que ce soir, pour changer, il y a la grande messe Microsoft, c'était l'Ignite, donc Ignite novembre 2023 du coup. On vient de voir la présentation live, la fameuse keynote de Satya Nadella. On a eu à peine le temps de débriefer, lire un peu le fameux Book of News. Donc c'est un épisode spécial à chaud. On va se partager ce qu'on a retenu, ce qu'il faut en retenir. Bien évidemment, on survolera une partie des infos parce qu'on n'a pas encore eu toutes les démos, pas tous les détails. Et peut-être qu'au moment où vous verrez cette vidéo, il y aura eu encore plus de détails. Par contre, il y a déjà des grosses annonces. On en profite aujourd'hui pour accueillir un nouveau venu. Alors, pour changer, un nouveau Kevin. On est désolé pour ça, ça fait 3 Kevin aujourd'hui autour de la table. Kevin, notre CTO, donc qui va représenter la partie Azure et qui a pas mal de choses à nous raconter aujourd'hui. Alors, pour rentrer dans le concret, ne pas perdre de temps, parce que je connais ce type d'épisode spécial, ça a tendance à durer un peu, on est tous fatigués, c'est le soir. Alors, il est que 21h. Voilà, il y a un petit côté radio libre à la Skyrock, là, mais on y va, c'est pas grave, pour ceux qui connaissent. Donc, au sommaire aujourd'hui, globalement, on va parler de Microsoft qui vient butiner, alors on verra pourquoi le terme, dans le secteur du hardware, et on verra qu'il y a surtout un gros changement, un peu de ton par rapport aux dernières annonces. Bon, ça a été très infra sur l'ouverture de la keynote. Ensuite, on va aller sur Azure, des modèles à votre service avec Kevin. On verra ce que nous a proposé Microsoft aujourd'hui dans le monde Azure et bien évidemment autour de l'IA parce que c'est un peu le sujet. Hein, on essaye de tout faire tourner autour de l'IA aujourd'hui. C'est prépondérant. Alors, il y avait peut-être moins le mot-clé que certaines fois, mais globalement, il n'y avait que ça. Ensuite, on parlera avec Benjamin de la partie data. Yes. Microsoft Fabric, on attendait beaucoup de choses, on n'a pas été déçus, il n'y avait pas beaucoup de news, mais on sait surtout que Fabric arrive plus tôt que prévu. Donc ça, c'est le gros sujet qui nous fait plaisir. Et ensuite, Romain nous parlera d'un nouveau produit. Alors, on s'est permis voilà, une petite légèreté. On a inventé un nom, Power Commerce. Ça me plaît beaucoup. Tu nous diras ce qu'il y a, derrière ça. Ce qu'il y a derrière ce nouveau concept. En tout cas, ça en fera forcément de gros débats. Et enfin, on finira avec une partie plutôt Modern Workplace. On reviendra sur toi, Kevin, pour clore du coup ce sujet. On a eu du Copilot. Toutes les sauces, en veux-tu, en voilà, et globalement, there is a copilot for you, et tu nous expliqueras pourquoi. Surtout l'annonce de Satya qui était maintenant, on est dans le Age of Copilot. Alors c'est ça, et d'ailleurs, peut-être avant de commencer le sommaire, petite intro, je vais vous interroger. Qu'est-ce qu'on en pense de cette keynote d'ouverture? Et ah oui, globalement, aujourd'hui, on a plus de monteur au studio, donc c'est Kevin qui prend le relais et qui va nous mettre le grand angle. C'est ce que je voulais te dire. Qu'est-ce que je voulais dire, Romain, cette keynote, alors toi, il y a un truc qui t'a frappé déjà sur l'ouverture de Satya. C'était... Alors oui, non, il a réutilisé. Ça fait un petit bras de critiquer facile, mais à la fin de la précédente grande messe, ils avaient fait une super vidéo. On s'est dit, waouh, c'est un teaser digne du MCU. C'est génial, hein, la clôture de la précédente grande messe. Ils ont réutilisé exactement la même vidéo de fin de la précédente à l'ouverture celle-là. On peut dire que c'est une continuité, mais j'étais déçu parce que moi je m'attendais à un autre super vidéo d'ouverture. Par contre, c'est comme si tu ouvrais ton nouveau film avec ta scène post-générique, un truc qui arrive jamais. Par contre, ce qui était cool, c'est que pendant toute la scène d'ouverture, il y avait plein de vidéos enregistrées. Contrairement aux autres où c'est Satya pendant 1 heure. Ouais. Là, il y avait plein de super teasing, plein de super vidéos et ça, c'était cool. Gros moyens sur les annonces produits. Bon, on a discuté un peu entre nous des musiques, les choix. Ça allait de mieux en mieux quand même. Les musiques d'ascenseur, un peu sur il y a un petit travail. Mais donc ça, et globalement, pour ouvrir sur ton sujet, Kevin, changement de ton sur les annonces. Là, ça a été très hardware aujourd'hui. Une grosse première partie. Ouais, c'est ça. En fait, ce qui était très intéressant, c'est que depuis le début de l'année, tu as énormément d'annonces autour de Copilot qui étaient très orientées côté software. Et on en avait parlé pendant les autres émissions des Têtes dans le Cloud. En fait, moi, je m'interrogeais beaucoup sur la viabilité, finalement, de toutes ces IA génératives avec les infrastructures actuelles. Et il y avait énormément d'innovations dans le secteur des smartphones, dans un petit peu, si tu veux, tout ce qui se tourne autour de l'ARM. On en avait parlé. Et il y avait pas mal de rumeurs comme quoi Microsoft, en fait, cherchait justement à optimiser tout ça.
Et donc là, ils ont un peu bouclé la boucle cette année. Ils ont fait toute une année de software. Et là, ils ont dit, voilà, on a du hardware. On a du hardware, en fait, qui est là, pensé pour l'IA. Donc, on n'est plus basé sur les infrastructures historiques, entre guillemets, du cloud. Et là où je m'y attendais pas, c'est qu'ils ont sorti des puces, déjà, rapidement, alors que les premières rumeurs dataient d'il y a 1 an et demi à peu près. Donc ça, c'est vachement intéressant. Donc, ce qu'ils ont fait... Donc, les grosses annonces, là... Les grosses annonces. Donc, ils ont annoncé 2 puces maison, déjà. Et ça, c'est très fort. Donc, Microsoft Azure Cobalt, qui est un CPU ARM pensé et designé par Microsoft. Donc, ils le font eux-mêmes, tout seuls. Une grosse innovation. Et la surprise, c'est qu'il est déjà en production et fait déjà tourner des services comme Microsoft Teams dans certaines fermes Azure déjà. Donc, ça, c'est ultra impressionnant. Et l'avantage de ces puces-là, c'est qu'elles sont beaucoup moins énergivores que les puces Intel AMD traditionnelles qui sont sur les serveurs Azure. Donc ça, c'est une première grosse nouvelle. Deuxième nouvelle, d'où le jeu de mots butine, c'est le Microsoft Azure Maya, donc qui est une puce... Je vois pas le lien, Kevin. Tu vois pas le lien Maya la puce. C'est ça. Maya la puce. Ça aurait pu le faire. Et du coup, Microsoft Azure Maya est une puce, elle, qui est un peu particulière. Donc, c'est pas un GPU, c'est pas un CPU, mais c'est une puce pensée pour le traitement d'intelligence artificielle, donc typiquement pour entraîner et exécuter des modèles comme GPT. Et ça, du coup, ils sont en expérimentation, donc ils disent qu'ils arrivent déjà à faire tourner GPT 3.5 là-dessus, donc en test, et c'est prévu pour équiper les serveurs Azure dès 2024. Donc, ils n'ont pas donné de date précise, mais dès 2024. Donc ça, ils sont à la pointe de la techno, donc ils sont sur de la gravure 5 nanomètres. Et en termes d'efficience énergétique, du coup, Donc ça, c'est un sujet qu'on avait beaucoup annoncé déjà dans les précédents épisodes. On savait qu'il y avait une course un peu à avoir la gravure la plus fine. On avait parlé du 3 nanomètres la dernière fois. Et toi, tu présageais les investissements. Tu avais évoqué les investissements sur la partie ARM. Là, c'est confirmé. Là, c'est massif. Alors, et d'ailleurs, ça faisait un peu présentation à la Intel au début. C'est regardez, on a une nouvelle puce, on est tout content. Je pense qu'il faut quand même aussi rappeler pourquoi on parle tout le temps des puces et des puissances de calcul dans l'IA. C'est qu'aujourd'hui, OpenAI a quand même dit, c'est qu'aujourd'hui, vous trouvez que l'IA avance vite, vous trouvez qu'il y a eu plein de nouveautés pendant 1 an. Mais en vrai, on est très très limité juste par la puissance de calcul disponible. Et en fait, la mise à disposition grand public de ChatGPT a permis de faire plein de tests, plein de données, mais ça leur a retiré de la puissance de calcul qui leur a qui leur a empêché d'évoluer. Et en fait, pour ça que c'est très important pour les non-initiés de comprendre que ces puces, c'est pas juste, ouais, regardez, j'ai la plus grosse puce du moment. Non. C'est qu'en fait, c'est ça qui va permettre l'IA de s'améliorer et de se développer. En fait, il n'y avait pas qu'un problème de puissance de calcul. En fait, depuis... il y a la loi de Moore qui est populaire dans l'informatique où en fait tu as le doublement de transistor. Mais en fait, depuis quelques années, on se rend compte que la loi de Moore, elle est plus si valable que ça, adaptée que ça dans le monde, parce que là, maintenant, on cherche une efficience. Et en termes d'IA, NVIDIA a annoncé un renforcement du partenariat avec Microsoft en fournissant d'autres supercalculateurs, super machines pour l'IA. Sauf que ce sont des modules qui consomment énormément. Microsoft, cette année, a équipé ses serveurs Azure de 30 000 modules NVIDIA. Chaque module consomme 700 watts en énergie. Donc là, le fait qu'ils s'orientent vers ça, c'est non seulement pour apporter un gain de puissance supplémentaire, mais c'est surtout pour rendre le modèle viable et efficient d'un point de vue environnemental, parce qu'en fait, tu peux pas, au bout d'un moment... C'est le prochain débat, dans tous les cas. C'est le prochain débat. C'est ce qui est intéressant, c'est que moi, chez Kevin, on a passé l'année à parler de 2 choses. Enfin, déjà de l'impact environnemental des GPT, etc. On a une vision GreenOps sur laquelle on travaille pas mal et tu te dis, bon, t'es un peu schizophrène quand tu fais les deux, globalement. Donc la première nouvelle, c'est que, c'est un de tes points, c'est que ça a été abordé dès le début. On parlait de grosses démonstrations des data centers, qu'est-ce qu'on fait dedans, qu'est-ce qu'on a mis, et que d'ici à 2025, globalement, il y aurait 100% des data centers fournis par énergie renouvelable. En zéro carbone. En zéro carbone, exactement. En zéro carbone. Ouais, avec des compensations, certainement, en plantant des arbres, etc. Mais bon, en tout cas, ils réannoncent ça veut dire qu'ils tiennent leur objectif. Ça sera moins pire avec les nouvelles puces, c'est ce qu'on peut se dire. C'est le fameux moins pire. Et l'autre point, c'est qu'on a passé l'année aussi à parler des limites de tokens en se disant, on voit bien qu'ils peuvent pas ouvrir le service et qu'il y a des limites parce qu'on sait très bien que ça tiendra pas. Et là, globalement, la réponse, c'est de dire on a appris pendant 6 mois, 10 mois, là, et on a aujourd'hui les puces adaptées qui vont permettre de faire la suite. Oui, donc ça paraît, moi qui est un peu loin de ça me paraît pas genre dingo, mais en fait, le truc, c'est de se dire, en fait, c'est le truc, c'est de se dire, en fait, on a beau développer tout ce qu'on veut, il y a un moment, on va être limité par le matos. Si tu sors pas du matos, tu peux pas aller plus loin. Et derrière, si tu sors du matos, il y a tout ce qui est logique, énergétique, donc il faut en même temps que tu fasses tout ce qui est en fait, ça, c'est un propre, en fait, si tu veux, à l'informatique, parce que
toute grosse révolution dans l'informatique, par exemple la démocratisation de l'ordinateur et l'Internet, ça aurait été rendu possible par la miniaturisation des unités de calcul. Le smartphone, ça a été possible avec une avancée matérielle, tu vois, avec l'iPhone et d'autres smartphones qui sont arrivés pareil. Et en fait, l'IA générative, c'est une très grosse rupture, une des plus grosses ruptures, enfin, c'est un des plus gros changements de paradigme de l'informatique moderne. Et en fait, on était sur des infrastructures pensées pour le cloud qui étaient qui devenaient obsolètes. Voilà, mais qui n'étaient pas adaptées, en fait. Mais tu vois, moi, je trouve qu'il y a même un parallèle pour comprendre pourquoi on n'arrête pas de dire qu'il faut des puces dédiées à l'IA. Parce qu'on n'arrête pas de le dire, tout le monde le dit. C'est que moi, je trouve une grosse vulgarisation qui va peut-être énerver des gens, mais en fait, les processeurs standards qu'on a sur le marché, moi, je vois, j'ai une vision un peu comme la circulation de la route en 2 dimensions. Les processeurs d'IA, on appelle ça, c'est du traitement matriciel. Donc, on va vulgariser pour quelqu'un qui comprend pas. C'est de la 3D. Et donc, en fait, c'est pour ça que c'est une révolution. C'est qu'on va dire qu'on a des processeurs classiques qui vivent en 2D et les processeurs dédiés à l'IA sont en 3D. Alors, c'est pas du tout ça derrière, mais c'est pour donner le niveau de différence de ce qui se passe et la révolution que ça provoque. C'est comme le passage 2D à 3D, le passage processeur classique et le passage processeur dédié à l'IA. Et voilà. En tout cas, ça, c'est une très grosse nouvelle. Nvidia et AMD renforcent leur partenariat avec Microsoft. Ah, c'est ça. Donc ils se mettent 3-4 annonces. C'est le Cobalt, la première puce que tu as annoncée. Voilà, le Maya, c'est celle-ci qui est dédiée à l'IA. À l'IA, c'est ça. Du coup, la partie green, enfin en tout cas, toute l'explication et avec vraiment du temps passé là-dessus. Quand même que finalement, on travaille au fait que demain, il y ait moins d'impact et que ça devienne une techno comme une autre, finalement, comme Internet, etc. Donc, et derrière, on a eu des annonces sur des partenariats très forts, donc AMD et surtout Nvidia, avec le patron d'Nvidia qui est venu témoigner pendant pas de 10 minutes, facile 10 minutes auprès de Nadella, pour expliquer un truc assez fort, c'est globalement, on a bien Microsoft qui sort ses propres puces, mais qui héberge aussi sans surcouche toute la stack Nvidia qui permettra de faire de l'IA pour les clients Nvidia. Et ils ont une grosse expertise GPU, surtout Nvidia. Oui, c'est ça. Microsoft n'a pas aujourd'hui. Oui, mais du coup, ce qui est marrant, c'est toujours pareil, le double rôle que joue Microsoft. C'est un peu le côté à la Amazon, je sors mes produits Amazon. Donc là, c'est ce qu'on découvre, c'est Microsoft a ses propres puces. C'est peut-être là où on les attendait pas. En fait, c'est là où culmine finalement tout le changement culturel qu'a fait Microsoft. C'est que Microsoft, quand Satya est arrivé, il disait on peut pas être leader partout, mais il faut que Microsoft soit partout. Et en fait, là, Nvidia, ils sont en compétition avec Nvidia typiquement sur les puces, mais Nvidia le sait aussi. Nvidia a sa propre suite de services cloud sur l'IA générative notamment. Ils ont dit travaillons ensemble en fait, parce que le fait que les services Nvidia et une clientèle et maintenant ont la capacité d'héberger côté Azure. Ça reste des parts de marché, ça restera du cloud derrière. Peut-être pour un type de client, des fois un peu plus pointu ou plus spécifique sur les métiers d'Nvidia, mais ça reste dans Azure. C'est ça. Ce qui est intéressant, c'est la relation qu'ils ont aussi. C'est-à-dire que ce qu'il expliquait, c'est que Microsoft est client et fournisseur pour Nvidia, Nvidia est client et fournisseur pour Microsoft. Oui. Du coup, c'est une relation qui est assez intéressante. C'est qui est donnant-donnant. Exactement. Donc c'est dans l'intérêt de tout le monde que le truc évolue, que ça marche, et c'est pas juste on se tire la bourre comme il pourrait faire avec Amazon ou Google. Ouais, et après, tu as tout le recul stratégique à tout ça, c'est de dire, voilà, on vous a vendu du soft pendant 10 mois, mais ça nous permet déjà d'avoir le coup d'après, finalement, qui est de l'infra. Enfin, on avait tous la vision Microsoft, l'infra, c'est Surface. Et là, ils arrivent avec leur petite puce brandée. Je trouve ça. C'est plus qu'une surface, là, quand même. Ouais, là, c'est super fort, là. Je trouve ça assez intéressant. On le voyait pas venir. Et de dire, finalement, regardez tous ces modèles que vous avez tous utilisés pendant des mois. Ils viennent pas de nulle part. On a appris beaucoup de choses. On a bossé avec les meilleurs, avec Nvidia, etc. Et on vous sort de l'exclusivité que n'auront pas les autres. Mais peut-être qu'en fait, on aurait dû dire mince, on aurait dû le voir venir. Rappelons, il y a quelques grandes messes en arrière, quand ils annonçaient les systèmes d'exploitation dédiés au data center. Donc, à un moment, ils étaient en mode, OK, on a fait les OS, maintenant on fait des OS dédiés au data center, on fait du routage dédié au data center, ils font de la fibre optique. Je sais plus comment ils l'appellent, de l'hyperfibre ou je sais plus quoi, dédié, j'ai perdu le mot, dédié au data center. Donc, tu dis, finalement, c'était peut-être logique, de sortir des puces, en fait. En fait, c'est logique pour des raisons environnementales, économiques aussi, parce qu'un module NVIDIA, aujourd'hui, coûte $40 000. Un module, ils en ont 30 000, donc ça fait cher. Du coup, c'est assez intéressant, et ce qui vient un peu boucler tout ça, c'est Azure et Azure Boost aussi, Microsoft Azure Boost, où ils ont fait des gros efforts. Moi, je savais pas, Microsoft fabrique sa propre fibre optique. Ça, je savais c'est ça, pas. Azure Boost, voilà. Voilà, ça, je savais pas, et du coup, en fait, c'est... Penser pareil pour que le stockage, pour toute la partie réseau en fait, soit efficiente et permette justement des prompts, des allers-retours beaucoup plus rapides, des échanges de tokens plus rapides.
Et ils annoncent avec leur fibre maison, donc ils fabriquent eux-mêmes, 47% de performance supplémentaire en termes de puissance. Donc ça, c'est vachement intéressant. Ils disent pas qu'il est déployé à quel niveau, quoi. Enfin, pas encore, c'est en cours, mais 47%. Et toutes ces annonces sont positives pour Nvidia, AMD, Intel, Microsoft. Il y a un perdant dans l'histoire, c'est Ampere. C'était la société en fait qui fournissait en puces ARM Microsoft sur des serveurs Azure ARM qui sont déjà en place. En fait, avec leur puce Cobalt, ils ont 40% de performance supérieure avec une efficience qui est plus importante. Perdant, ils ont certainement leurs contrats qui vont encore un moment. Logiquement, Ampere risque de sortir de l'équation. La partie réseau, c'est intéressant parce que pareil, sur un aspect GreenOps, un des enjeux, l'écart réseau et trafic qu'on a finalement en matériel. Et du coup, c'est un axe fort de travail apparemment. Donc, tout ça pour dire, assez surprenant. Enfin, on était un peu déstabilisés. Mais logique. Il y avait un dernier point qui était intéressant dans la discussion entre Satya et le patron de Nvidia, c'était aussi l'histoire des différentes aires de l'IA générative. C'est-à-dire que là, on a la première ère qui est ChatGPT, ok, on trouve tout ça génial. Il y a Copilot qui arrive, ce qu'ils appelaient la deuxième ère. Et ce que Nvidia cible aujourd'hui, c'est la troisième qui est l'IA pour l'industrie lourde. Qui aujourd'hui, nous, on est dans le tertiaire, c'est-à-dire que ChatGPT, il s'adresse au tertiaire. Les métiers, on le voit pour je t'aide à faire tes contrats, tes résumés de réunions, etc. Mais dans le tertiaire... Beaucoup de knowledge management. Exactement. Dans le tertiaire, l'usage de l'IA générative aujourd'hui, pas terrible, tu vois. On le voit, on le perçoit pas beaucoup, et même nous, on a très peu de clients d'industrie lourde qui nous demandent ça. Que cible Nvidia, c'est vraiment ça aujourd'hui, dans la discussion qu'ils avaient tous les deux. Oui, donc c'est là où il y aura une différence. Comment s'appelle leur environnement là qu'ils avaient évoqué Omniverse. Omniverse, c'est ça. C'est tout ce qui est jumeau virtuel demain. C'est un peu les simulations. C'est ce qu'ils montraient, c'est qu'ils veulent retenter l'expérience réalité augmentée. Sauf que là, ils veulent baser. À l'époque, ça marchait moyen, pour plein de raisons qu'on a déjà évoquées ici, un coût, autonomie. Sauf que là, ils veulent sortir tout ça de l'HoloLens et utiliser les IA pour analyser les images, ce qui se passe et communiquer. Donc, tu sors du traitement, donc tu vas gagner en autonomie, en performance, en durée. Et par contre, il y a une petite news qui était à ce moment-là et qui m'a mis un jingle dans la tête, pas possible, c'est la news Code Quantum, quoi. Alors, oui, c'est sûr. Les anciens vont avoir le jingle en tête pour pendant des heures, là ils sont foutus, les autres ils comprendront pas. On n'a pas besoin d'être si ancien que ça, j'ai l'impression d'avoir 70 ans. Il y a eu deux petites annonces en effet, mais ça fait le lien avec ce que tu dis, c'était un peu à part, c'est plus la partie, on voit un peu recherche globalement de Microsoft. Mais c'est lié à du matériel. Il y a eu de la vidéo, mais ils sont pas rentrés dans le détail. Une partie HoloLens et avec le fait de mettre Copilot dans les HoloLens, donc là on était vraiment dans Jarvis. Et surtout, est-ce qu'ils vont nous le remontrer l'année prochaine vous vous rappelez, il y a un an, nous remettre les vidéos de Quantum comme ils ont fait là, et pour annoncer l'année prochaine. En améliorer. Là, il y avait beaucoup de choses qui ont été peut-être pas l'année prochaine. C'était très high level là. C'est regardez un notebook où on peut faire des simulations sur la partie ADN. Comme ce qu'il disait, c'est qu'au final, tu fais en 10 jours ce que tu faisais en 3 ans avant, quoi. Ouais. Bon, mais t'apprends rien sur ça. Enfin, bien sûr, ça reste la théorie du Quantum. Et t'as un pauvre notebook façon de parler qui te montre pas réellement ce que tu fais derrière, donc ils ont juste annoncé un partenariat au passage. J'ai plus le nom en tête. Par contre, je trouvais intéressant la démo. Enfin, en tout cas, toi, je sais Kevin, t'as pas aimé du tout, mais des HoloLens où on voit des HoloLens portatifs un peu plus sympas là, les versions 3. Et on a le Copilot et ça fait sens parce que finalement, comme Copilot dans les dernières versions GPT peut comprendre de l'image et de la vidéo, il comprend ce que tu vois, tu l'interroges. Alors c'est peut-être une vision de à 5 ans, je sais pas comment ça va fonctionner, mais dans l'idée, pourquoi pas. J'ai peur de ce que ça annonce sur l'usage de ça, c'est-à-dire que, on va pas rentrer dans les débats, mais aujourd'hui quand on voit ce qui se passe dans certaines usines, où ils ont un dixième, voire un centième de ça, et comment c'est utilisé, sur le papier c'est joli, on verra comment c'est utilisé. Oui, c'est ça. Il y a le côté cinéma qui est sympa. Exactement. C'est une belle démo. En vidéo c'est joli. Ouais. On verra ce que ça donne. Mais il y avait déjà eu la démo avec Power BI, l'intégration de Power BI dans les HoloLens, où quand tu regardais le bout du rayon, tu voyais les graphiques pour voir l'état du stock, les trucs comme ça. C'est un effet waouh, mais l'effet waouh au quotidien. En tout cas, le partenariat, là, surtout avec parce que la partie hardware, mine de rien, elle a duré 20-30 minutes. Ouais, c'était quasi la moitié. C'était plus de 30 minutes. Et plus ça, plus l'intervention du PDG de Nvidia qui durait une dizaine de minutes. Moi, je pense que le partenariat, la Nvidia-Microsoft, tel qu'il a été annoncé, il est aussi important, aussi majeur que l'alliance en fait qu'ils ont fait avec OpenAI. Alors, OpenAI, ils sont montés au capital. Mais là, ils sont vachement malins parce que non seulement ils sécurisent un peu cette alliance-là, ils dominent un peu plus le secteur du cloud en mettant des
Il disait, le PDG de NVIDIA, qu'il y a énormément de CUDA développeurs. C'est la partie de développement de NVIDIA qui est aujourd'hui beaucoup on-prem. Là, ça vient sur Azure. Ils prennent toute la communauté NVIDIA avec. Et en plus de ça, ils sécurisent la distribution des GPU justement pour les serveurs. Parce qu'il y a aussi AWS à côté qui fait ces trucs. Google fait ses choses maison, mais il y a AWS à côté. Et quand on voit aujourd'hui la difficulté à produire des puces en masse comme ça, c'est un peu comme Apple qui book en fait plusieurs unités à l'avance avec la sortie. Pour le système à la Tesla, finalement, je serais meilleur si j'ai de bout en bout en autonomie. Et ça, c'est très très fort et je pense que en fait, ça va avoir un impact sur les années à venir. Regarde Android. Android aujourd'hui, pour la petite anecdote, les téléphones Android, c'est toujours le gros débat de chaque nouveau téléphone Samsung Android, c'est quel pays aura le droit à quelle puce en fonction des capacités d'approvisionnement. Et à chaque fois, les États-Unis, ils ont telle puce, les Europes, ils auront telle puce. Donc en fait, ton S24, il va être bien aux États-Unis et moins bien en Europe, ou inverse. Enfin, c'est ridicule d'arriver à ce débat-là, de se dire qu'en fait, le même matériel n'est plus le même produit en fonction du pays et de l'approvisionnement. Et à l'échelle d'un Microsoft ou d'un Amazon, la conséquence est encore pire. Voilà, grosse annonce. On ferme la boucle là-dessus. Oui. Ça vous va? Ouais. Bon, en tout cas, voilà, c'était le gros sujet, changement de ton, nouvelle stratégie, ouverture d'un secteur un peu nouveau sur la partie hardware. Microsoft, ce n'est plus que des surfaces, c'est aussi des puces. Et des puces pour de l'IA, bien sûr, vous l'avez compris. Pas que. Et pas que, mais il y avait ce sujet-là quand même. J'ai retenu un truc où il disait avant on avait des data centers pour tout, maintenant on en aura des très spécialisés pour de l'IA. C'est pensé pour ça. C'est un peu la vision qu'il faut avoir avec. On a vu l'intérieur. Nouveau hardware pour nouveau software. Exactement. Et puis surtout 300 data centers, il y a 10 ans, il y en avait un ou deux. C'est ça qui est impressionnant. On en a profité pour revoir les chiffres, en effet, des fameux 300 data centers de Microsoft ouverts et en fonction. On va passer sur la partie Azure. Alors, Kevin, tu vas nous dire pourquoi Azure a des modèles à votre service maintenant. Qu'est-ce que tu retiens? Donc, après l'infra, on est passé directement sur la partie soft et notamment tout ce qui est lié à l'AI dans Azure. Qu'est-ce qu'on doit avoir en tête, là, à chaud, sur ce qui a été annoncé? Alors, sur la partie Azure, il y a eu globalement 2 news principales qui tournaient autour soit de la data avec Fabric, dont on parlera tout après, et la partie OpenAI. Tout le reste n'existait pas dans cette présentation. Pas de .NET? Pas de .NET, pas de Kubernetes, pas de conteneurs, rien du tout. Les développeurs, en gros, ils font de l'OpenAI, et puis globalement, c'est tout. Donc les grosses news qui sont intéressantes, c'est que la semaine dernière, donc il y avait l'Open Dev Days l'OpenAI Dev Days, qui a annoncé tout un tas de choses sur des nouveaux modèles, etc. Oui. Et on voit ça, je sais plus si on l'avait évoqué, je crois, sur notre dernier épisode, mais c'est ça, c'est que maintenant OpenAI a sa propre conférence dev. Exactement. Où il y avait Satya qui était invité d'ailleurs. Satya a été annoncé, ils vont annoncer en primeur leur nouveauté. C'est ça. Et ça, c'était il y a seulement 10 jours, même pas, une semaine. La semaine dernière. Exactement. Et en fait, ils ont annoncé des nouveaux modèles GPT-4 avec des contextes plus grands pour gérer des modèles typiquement avec jusqu'à 300 pages de contenu, par exemple. Et on s'est dit, ça va forcément arriver chez Microsoft un jour. Mais on sait pas quand. On espérait que ça soit rapidement. Au final, une semaine après, ils arrivent chez Microsoft. Donc ça, c'est cool sur Azure. En managé, comme on l'avait déjà. Donc ça, ce qui montre quand même le niveau de partenariat. Oui, c'est-à-dire qu'ils gardent même plus maintenant 3 mois sur la nouveauté. Globalement, tu chuchotes, Romain? Rien du tout. Je t'embête, bien sûr. Donc, ils se gardent plus 3 mois sur la nouveauté. C'est à peine une semaine de décalage maintenant entre l'annonce et la dispo dans Azure. Alors, il n'y avait pas tout, je crois. Qu'est-ce qu'on s'était dit? Alors, ce qu'ils n'ont pas annoncé, que OpenAI a annoncé, c'est notamment les réductions de prix. Ouais. Sur le prix des tokens qu'on divisé par 3 sur certains, voire plus pour d'autres. Et par contre, qui... Non, pardon. Romain fait du langage des signes en face. Non, juste, c'est en fait ce que tu vois pas, vu qu'on n'a pas de monteur aujourd'hui, c'est quand Kevin remue les mains, en fait, ça passe complètement l'autre écran et la caméra d'à côté, on ne voit que la main. Il faudrait que tu arrêtes de switcher de caméra pendant que Kevin parle. D'accord, pardon. Je pense que ça va être coupé au montage, ça. Non, mais non, ça sera dur. Je vais arrêter de bouger les mains. Ça fait partie des joies du live. Donc GPT-4, et notamment GPT-4 Vision. Avec Vision, ce qui fait que tu vas pouvoir lui donner de la vidéo ou de l'image, et il va pouvoir générer du contenu à partir de ça. Donc te résumer une vidéo, définir ce qu'il y a dans une image, te dire qu'il y a une piscine, etc. Oui, c'est ça. Donc ça, on avait vu des démos chez OpenAI à l'époque, genre un accident de voiture, et explique-moi ce qui s'est passé. Et globalement, ça t'explique que, je sais pas, le camion est rentré dans la voiture ou un truc comme ça, quoi. Tout à fait. Okay. Là, avant, on était obligé d'OCRiser l'image, on était obligé de utiliser un autre modèle qui nous donnait, OK, dans l'image, il se passe ça. Ensuite, on prenait ça, on l'envoyait à GPT pour qu'il fasse ce qu'il veut avec. Là, on aura tout ça intégré dans GPT directement. Donc, on n'a plus besoin d'aller chercher d'autres modèles à côté. Il n'y a pas encore la partie audio.
Pour l'instant, il n'y a que la partie image, mais voilà, ça arrivera. Bon, après, en vrai, l'audio... Tu peux l'avoir aussi avec... Speech to text tout à fait. ou quelque chose comme ça. L'autre point qui était intéressant, c'est l'arrivée de DALL-E 3, qui lui est un peu plus ancien, mais on n'avait que DALL-E 2 sur Azure, et DALL-E 2 en comparaison de DALL-E 3, c'est quand même le jour et la nuit. DALL-E 2, c'est pas mal. Génération d'images, on rappelle. Exactement, génération d'images, à partir, pareil, d'un prompt quelconque. Alors, on l'avait, mais sur la partie Bing... Tu l'avais dans Bing Chat. Create, le New Bing. Oui, tout à fait. Mais sur Azure, tu avais DALL-E 2 et DALL-E 2 pour générer de l'image, c'est quand même pas terrible. Ça a pris autant de temps? Aucune idée, tu demanderas à Satya. J'enverrai une lettre de fan. Exactement, avec un peu de chance, il te répondra. On est tous connectés à cette relation d'une personne, débrouille-toi, demande-lui. Donc ça, c'était sur les news liées à OpenAI. Il y a aussi l'arrivée des GPT dont on parlera un petit peu après, qui était l'autre grosse annonce des OpenAI Dev Days. Un autre point qui est intéressant, c'est les modèles as a service. Donc notamment tout ce qui est modèle open source, autre qu'OpenAI, c'est-à-dire qu'ils ont pas juste, ils sont pas là en mode à dire bon ok, on a OpenAI, on a investi dans OpenAI, donc en fait les autres entre guillemets on s'en fout. Ils proposaient déjà dans Azure ML tout un catalogue de modèles open source à disposition, mais tu avais besoin quand même de déployer une VM. Donc c'est ça, c'est le fameux Lama, notamment Lama 2 de Meta qui avait été annoncé en mars ou mai. C'est ça. Donc que tu avais dans Azure ML, mais tu étais obligé de déployer quand même une VM, de le déployer dessus, etc. Ça coûtait en tarif d'entrée sur Lama 2 13B, qui est le modèle qui permet de faire du chat de manière correcte, 15 000 € en tarif d'entrée. Et le deuxième niveau, c'est 40 000 €. Bagatelle. Par mois. 40 000 € par mois. Ça va, ça. L'info, c'est que Kevin l'a vécu dernièrement sur la sujet. Exactement. Et en effet, tu portes un modèle énorme à un moment, il te faut la bonne puissance de calcul. En fait, vu que tu as une machine dédiée, c'est ça. En fait, vu que la machine elle est que pour toi, tu as besoin d'une machine gigantesque. Même si tu as 2 users dessus. Sinon, le modèle il tourne pas. Donc ça peut être rentable si tu en as besoin d'une énorme puissance, mais genre un tout petit peu de temps. Mais rapidement, ça explose en termes de coût. Exactement. Si tu veux faire un chatbot dans Teams pour tous tes users de toute ta boîte, non. C'est pas donc possible. c'était bien gentil le catalogue open source jusque-là, mais c'était pas hyper viable à l'échelle. C'était viable si tu avais l'argent pour payer, que tu voulais un modèle open source, que tu le voulais déployer que pour toi, de manière isolée dans Azure, etc. Et donc là, ce qu'ils ont annoncé, c'est la partie Lama as a service, notamment, et puis d'autres modèles, mais voilà, surtout Lama as a service. Donc dans la même... On l'imagine dans la même vibe et dans le même mode de fonctionnement qu'OpenAI, c'est-à-dire que tu demandes un nouveau service managé, aura sans doute un prix par token aussi, et plus un prix par juste j'ai ma VM à 15 000 $, même si je m'en sers pas, elle me coûte 15 000 $. Voilà. Parce que ça sera mutualisé derrière, en fait. Ça sera très certainement mutualisé derrière. On revient sur logique au final. Exactement, c'est ça. Ça permet d'optimiser aussi les choses. Et là, finalement, on rentre sur une vraie promotion des autres modèles, façon de parler, parce qu'on a l'avantage du manager, on a l'avantage du... On ne connaît pas encore le prix des tokens. On pourra se dire que c'est pertinent si c'est au même niveau en termes de prix des tokens que GPT-4 ou GPT 3.5 au moins. Ça pourrait être pertinent si c'est toujours 10 ou 100 fois plus cher. Maintenant, on est quand même toujours sur la politique d'ouverture. C'est-à-dire, on a du Lama 2 dans Azure et finalement, au même niveau de management, on t'assure que tu peux finalement, dans un usage entreprise, l'utiliser. Ouais, en effet, il y a un surcoût par rapport à l'open source ou pas. Ils ont élargi d'ailleurs le catalogue de modèles sur Azure ML avec 2 nouveaux modèles open source. Ça, du mid-journée, j'ai vu, qui est arrivé. Stable Diffusion. C'est Stable Diffusion, notamment. Du coup, cette approche modèle as a service, c'est aussi gros que... il y a ça, c'est un quatrième, pour moi, c'est construit comme du PaaS. Oui, c'est pas une stack supplémentaire. Okay, mais... Je pensais que c'était, un quatrième... Non, c'est l'équivalent des services cognitifs qu'on avait chez Microsoft, où finalement, tu as une AI derrière, un modèle, et tu viens l'interroger, il est supporté par l'éditeur. Ça veut dire qu'il y a des SLA aussi. Exactement, et que tu n'as pas à gérer toute la couche hardware. Alors, quand tu passais par Azure ML, tu n'avais pas vraiment à la gérer, mais tu as quand même une VM quelque part. Tu vois. Oui. C'est juste pas toi qui la déploie, c'est pas toi qui installe l'OS, etc. C'est magique, entre guillemets, mais c'est quand même une VM. Quoi qu'il arrive. Mais il y a toujours un ordinateur. Le cloud, c'est l'ordinateur de quelqu'un d'autre que tu vois pas. Oui, mais là, c'est ta VM. Oui. Là, ils veulent vraiment faire du modèle as service, même si je suis d'accord, c'est du PaaS. Mais ils vont vraiment le marketer comme ça, même si je suis d'accord avec toi. Il y a toujours un ordinateur qui tourne quelque part. Mais là, il va vraiment juste, j'arrive, je veux tel modèle. C'est pas... c'est ça, t'auras une API avec une clé d'API comme t'as sur les autres. Enfin, c'est ce qu'on imagine, ils ont pas donné de détails, mais en tout cas, c'est ce que on en a compris, nous, de la convention, de la soirée, en tout cas. La convention, c'est dans une semaine. J'ai trop hâte d'y être. Donc, les 20 ans de la boîte dans une semaine, allez. De la keynote, voilà, c'est ça le terme. Exactement. C'est ça qu'on a compris, en tout cas. Donc, on peut imaginer, dans la logique, que demain, il y a des séries de modèles as a service, peut-être pas que Lama 2, peut-être juste... Il y en a déjà d'autres qui ont été annoncés, notamment Mistral, qui se vantent d'être meilleurs que Lama 2 13B avec le modèle 7B. Voilà.
C'est une grosse Franchement, moi j'arrive comme ça là, j'arrive sur la vidéo là, c'est en mode alors Lamas 12.2 est moins fort que Mistral 7.4. 7B c'est le nom. 7B c'est le nom de paramètres. Porte-avions coulé. C'est le nom de paramètres. En gros, c'est que supporte le. Qui est intégré au modèle. Ok. Donc en gros, plus le chiffre avant le B est gros, plus le modèle est censé être pertinent. Mais aussi plus il est compliqué à faire tourner. C'est-à-dire il faut une plus grosse machine, etc. C'est là où on a un petit changement d'ailleurs, parce qu'on a des modèles light maintenant qui sortent. Mais du coup, pour finir juste sur Mistral, en théorie, le 7B, qui du coup est deux fois moins gourmand que le 13B, est censé être plus performant que le modèle de chez Meta. Du coup, c'est Mistral gagnant. On aurait pu faire ça comme ça. Je l'avais aussi, mais je voulais pas la sortir. J'étais en mode non, je veux pas. Mais ça n'empêche que l'un des gros problèmes de l'IA, c'est la consommation aujourd'hui. Et donc, plus on aura des modèles petits, ou en tout cas performants, avec moins de paramètres, plus on sera. Oui, parce que d'ailleurs, c'était, Sam Altman, le patron d'OpenAI, qui avait dit ça. Ils se rendent compte que finalement, ce ne sera pas toujours la course au plus grand nombre de paramètres qui fera le meilleur modèle, mais c'est sur des use cases spécifiques. Les modèles plus light sont tout aussi bons sur finalement. C'est logique, tu ne peux pas toujours augmenter le nombre de paramètres. C'est là où c'est logique par rapport aux investissements en noir. Il y a 2 semaines, il y a Qualcomm qui avait fait une conférence, c'est un fabricant de puces pour les appareils mobiles. Il faut que tu arrêtes avec les puces. Non, mais c'est très intéressant, c'est important. Et du coup, ils ont annoncé des puces vraiment dédiées pour Windows, donc les nouveaux PC Windows. Et donc, il y a un NPU dédié, consomme entre 25 et 80 watts maximum, et ça fait tourner justement des modèles. Donc en fait, ils arrivent à faire tourner Llama dans la puce avec ses 13 milliards de paramètres à l'intérieur. Et ça consomme 25-80 watts. Ok. Donc c'est normal que Microsoft aille dans ce sens-là pour tenir en fait. C'est pas dans le même sens, quoi. Et d'ailleurs, ils ont commencé à annoncer les SLM, parce qu'on parlait toujours de LLM, donc Large Language Model. Là, ils ont annoncé les Small Language Model. Exactement. Et dans cette logique-là, en fait, de se dire, pour certains use cases, on va sortir des modèles plus petits, moins consommateurs en énergie, pour aussi, à la fois dans la démarche responsable, éco-responsable, et pour juste que ça coûte moins cher. Logique, et parce que t'as pas besoin toujours d'une machine de guerre pour faire peut-être. Si c'est pour résumer un texte, oui. Voilà, c'est ça en fait. Donc c'est logique. Est-ce que j'ai besoin de ma Ferrari pour aller chercher du pain alors tu peux, mais c'est chiant, quoi. Enfin, ça met du temps à chauffer. Moi j'en ai une, c'est compliqué. Tu vois, genre, il faut la garer dans le 17e. Enfin bref, pas. C'est compliqué, quoi. Le vélo, ça marche. Et le tout dernier point sur lequel je vais aller assez vite, parce qu'ils n'ont pas annoncé grand-chose forcément, c'est Azure AI Studio. Donc on aura peut-être d'autres détails, je pense, dans les prochaines sessions. Donc ils font évoluer. Et Azure AI Studio, c'est en gros le studio dans lequel on a un playground, dans lequel on peut tester les modèles, etc. Au début, c'était vraiment très très light. Ils ont commencé à rajouter des choses. Et là, notamment, ce qui a l'air intéressant, c'est que par rapport aux vidéos qui tournaient derrière Satya, enfin aux images qui tournaient derrière, on a eu l'impression qu'il commençait à y avoir des extensions pour VS Code pour pouvoir avoir une version du coup en local, pouvoir créer des projets aussi, des templates de projets basés sur notamment l'approche RAG, donc notamment ce qui est j'amène mes propres documents pour compléter le modèle, parce qu'on est un modèle de génération, c'est bien, mais c'est mieux de lui donner ses propres données en plus pour qu'il soit pertinent sur mes propres données de mon entreprise, exactement. Et donc là aujourd'hui on repartait de zéro quasiment quand on faisait des projets comme ça. Là, l'idée, c'est que a priori, on aurait des templates de projets pour différents use cases, avec OpenAI évidemment, pour aller plus vite quand on initie un projet comme ça. Il fait une démo comme ça là-dessus où tu vois qu'il met il injecte des. Mais ça c'était après, ça c'était sur la partie Copilot Studio. Kevin était très perturbé tout à l'heure parce que c'était la news fantôme. Il l'a vu, mais on l'a pas retrouvé dans le Book of News. Exactement. J'ai peut-être mal cherché. Mais moi c'est la news qui me. Alors je par exprès un peu le vieux React. C'est la news qui me perturbe. On fait pas exprès vraiment. Je suis là pour ça. C'est qu'en fait tu codes de l'IA. C'est une IA qui code de l'IA parce qu'en fait ce qui te montre dans le Azure Studio, c'est que dans le AI Studio, c'est que du coup tu codes tes prompts, enfin tout ce que tu as besoin. Sauf qu'il dit mais regardez, t'as pas besoin de savoir coder, tu demandes à Copilot de t'écrire le code qui sert à faire l'IA. Donc on est en train de faire une IA qui code une IA. Ok, voilà, c'est juste à chaque fois la petite. Copilot Studio. Ouais, voilà. Ça s'appelle. Mais il y a vraiment une différence entre AI Studio qui est pour les développeurs, etc., et Copilot Studio qui sera un autre usage dont on parlera tout à l'heure. Et on avait en mini news, je crois, un petit rebranding de Azure Search. Oui, qu'ils n'ont pas vraiment annoncé comme ça. Ils ont sorti un Azure AI Search sorti du chapeau. On a eu l'impression qu'il y avait une nouvelle brique. Ils ont encore sorti un nouveau truc. Et en fait, a priori, c'est Cognitive Search qui a été rebrandé AI Search. C'est juste un nom. Donc, voilà. Après Azure Search, auquel on a rajouté de l'IA. Azure Cognitive Search. Et maintenant, Azure AI Search. Je préfère Cognitive Search.
Ah non. Bon, on a le même débat avec Entra ID et Azure ID. Dans notre cœur, ça sera toujours Azure Search. Exactement. Donc, non, ici, quand même, juste point intéressant, Cosmos DB, la recherche vectorielle passe en GA, qui pourrait être un point de frein pour l'adoption. Donc, qui était notamment dans le cas du RAG. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup parlé du RAG, qui est ce concept justement de rechercher de l'information dans les bases documentaires. Il faut des bases vectorielles. Et en fait, sur Azure, il n'y avait rien vraiment. Enfin, si, il y avait Redis qui était, et Postgre, je crois, qui était en GA. Mais si tu voulais utiliser Cosmos ou Search / AI Search, bah, c'était en preview. Et en fait, on avait des clients potentiellement qui ne souhaitaient pas utiliser ça parce que c'est en preview, etc. Oui, donc là, ils ont annoncé déjà Cosmos en GA, donc en General Availability, donc disponible officiellement avec les SLA, avec tout ça. AI Search, je crois qu'ils n'ont pas annoncé... mais je crois que la partie vectorielle était déjà en GA. Non, c'est l'Hybrid Search qui n'était pas en GA. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on a bien la stack native complète tout maintenant, du coup, en GA, du RAG. Exactement. D'ailleurs, le patron d'NVIDIA en a parlé comme un des concepts premiers, on voit dans les cas d'application. Il y a tout le côté autour d'OpenAI, Copilot pour les entreprises, assistants, etc. Et il y a le côté recherche d'informations, le knowledge management. Et on est en train de standardiser un petit peu ce type d'apps, finalement. Donc, en effet, c'est ce qui correspond à ce qu'on voit aujourd'hui sur le marché, j'ai l'impression... sont les principaux use cases qui remontent. Ouais, exact. Donc ça, c'était pour la partie Azure. Je crois qu'on a fait le tour. Après, vraiment très orienté très orienté AI. Des confirmations de beaucoup de JS, surtout. En fait, voilà, ce qu'on voit, c'est qu'on a eu toutes les annonces il y a 6 mois, un peu moins, et globalement, là, il y a toutes les JS qui tombent. Donc des cycles de vie produits assez courts, quand même. Et vraiment le côté rassurant de se dire, les trucs arrivent chez OpenAI, ils arrivent en Azure OpenAI une semaine après, quoi. Exactement. Parce que moi, je m'étais vraiment posé la question, mais de me dire, s'il y a 3 mois d'écart, comme il y avait avant, est-ce que les clients vont pas commencer à aller prendre de l'OpenAI entreprise, en fait, au lieu de prendre Azure OpenAI? Mais là, il y a une semaine d'écart. Et on y rajoute aussi, pareil, je crois qu'ils ont annoncé toute la partie, comment ça s'appelle, éthique, là. On avait vu le studio éthique, management de l'éthique, qui est enfin disponible en preview, a priori. Qui permettait de faire tout ce qui est safety et sécurité. Notamment sur tout ce qui est violence, etc. Et Et ils ont, a priori, alors on a vu passer une capture, ça se trouve c'est déjà sorti, j'ai peut-être pas vu, mais notamment des garde-fous pour tout ce qui est jailbreak. Donc jailbreak, c'est comment j'arrive à faire sortir le bot de ces règles qu'on lui a données. C'était peut-être déjà là. Non, mais c'est un sujet, rapidement, on n'en a jamais parlé, mais qu'on vit, c'est les prompt injection, c'est ça ? Les injections de prompt, oui. Tu peux nous expliquer rapidement en fait, c'est surtout comment on va, notamment c'est arrivé sur Bing Chat, c'est-à-dire que normalement Bing Chat, il a un prompt qui fait un nombre de pages incalculable, qui est censé être privé, et Microsoft n'est pas censé le révéler. Et en fait, ils ont réussi à lui faire recracher son prompt, donc lui faire redire, ok, c'est quoi mes instructions ? C'était pas quel est ton nom de code et tout. Ah non, mais là, ils ont ressorti, il y avait 4 pages de, voilà les instructions. Voilà ce qui a été tapé pour qu'il réponde. Oui, c'est ça. Voilà mes instructions. Donc, ça veut dire que connaissant ce qu'il doit faire, tu peux le détourner après. Exactement. Alors, t'avais aussi des trucs comme les injections SQL, c'est-à-dire que t'as des gars, ils mettaient en police un pouce blanc sur fond blanc du code dans les pages pour faire lire à ChatGPT et lui faire répondre autre chose. En fait, pour lui, ils injectaient des réponses au milieu en redirigeant les prompts, les calculs et tout. Ça, c'est des attaques, notamment quand tu vas faire résumer un site à Bing Chat ou à un outil que tu aurais fait autre. Alors, je pense que Bing Chat est protégé contre ça, j'osais l'espérer. Mais si tu le fais avec ton propre modèle, bah, potentiellement, vu qu'il lit tout le HTML qui est dans la page, si tu écris en blanc sur fond blanc, l'utilisateur le voit pas. Par contre, ton modèle, il va le voir. Donc, potentiellement, tu peux exécuter du code qui est dedans. Et si derrière, ton modèle OpenAI, il a d'autres options, typiquement, va lire mes mails, va lire mes tâches, va faire je sais pas quoi, bah, potentiellement, il peut lire une instruction qui serait dans la page. Résume-moi les mails, au final, tu réponds le truc. C'est incroyable. Enfin, moi, la première fois que tu m'en avais parlé, t'y penses pas au début. Et en effet, si tu peux détourner, tu peux faire de l'attaque. Donc, d'où finalement... Mais le jailbreak, c'est vraiment autre chose. C'est vraiment comment je le fais sortir de ces instructions de base où il est pas censé faire. Tu vois, typiquement, nous, ce qu'on voit souvent, c'est si t'as pas d'informations dans le contexte, va pas chercher dans ta base de connaissances initiale. Tu te contentes de savoir. Je t'ai donné des documents qui viennent de ma base vectorielle. Si c'est pas dedans, tu réponds pas. Et en fait, tu peux réussir à le faire sortir grâce à des méthodes de jailbreak. Et c'est encore là, donc ces nouveautés, là, le safety, etc. C'est toute la valeur d'Azure, finalement, la couche d'administration, de sécurité. Ils ont beaucoup parlé des données corporate, commercial data, protection, etc.
Et c'est un vrai enjeu de sécurité sur l'adoption. Mais c'est logique. Enfin, c'était exactement ce que tu as dit, c'est l'adoption. Moi, j'ai des clients à qui j'en parle, mais ils freinent des cas de fer, quoi. Non, mais je veux pas entendre parler de ça. Moi, ça me fait peur. Non, c'est pas possible. Et donc, forcément, si tu le mets pas en place, tu l'anticipes pas et tu le promeus pas, bon, en fait, tu sais très bien que tu vas perdre des gens sur la route. Et les exemples où ils ont réussi à mettre ChatGPT à l'envers ou un truc comme ça, ils passeront toujours devant tout le reste. Tu retiens que ça, bien sûr. Ouais, alors en fait, tu vois, ça dépend de ton interlocuteur, tu vois, parce que globalement, quand tu vois tous les sondages, sur les grosses études, les gros cabinets, donc ils s'adressent pas à la petite PME du coin, mais globalement, ils sont en gros entre 78 et 82% des DSI sont d'accord pour dire qu'ils vont faire des gains et des ROI, que ça soit de productivité et tout, de minimum 60 à 70%. Donc, en fait, tous les vrais acteurs sérieux, conséquents, je dis les vrais, tout le monde est vrai, mais qui sont gros, qui pèsent dans le game. Mes clients sont pas des vrais acteurs. Non, mais c'est-à-dire qu'ils pèsent dans le game. J'en dirais. Non, mais ceux qui ont un gros poids au niveau 440, etc., eux, ils y vont. Mais c'est parce que ils ont éprouvé le truc depuis très longtemps. Nous, ce qu'il faut, c'est qu'on rassure des clients qui s'y sont pas intéressés depuis très longtemps, qui comprennent, c'est sûr que les premiers du 440, ils regardent l'IA depuis. Eux, voilà. Mais moi, je vais même pas aller les voir pour parler d'IA. Mais il y a un vrai sujet de comme tu dis, de rassurer les autres qui ne s'intéressaient absolument pas à l'IA il y a un an. Qui ont besoin de parler de Copilot. Et eux, ils sont en panique. Alors que voilà, il faut les rassurer et leur dire attends, c'est bon, ça marche bien, il y a plein de garde-fous, c'est protégé. Et surtout, tu vois, par rapport à d'autres choses que tu pourrais faire en code, tu vois, injection SQL, toutes les attaques qu'on a classiques sur des sites web, c'est des choses que tu corriges avec du code facilement parce que c'est où tu as des outils pour le faire. Là, vu qu'au final, tu lui donnes une instruction, prends sa réponse et tu la renvoies à l'utilisateur, t'as aucun moyen d'intervenir dans cette partie-là, en fait. C'est-à-dire qu'il te répond ce qu'il a envie, et toi, t'as pas de garde-fou. Tu peux pas juste coder ce que tu pourrais coder pour contrer une injection SQL, par exemple. Alors, ce que nous a montré Microsoft à la build avant, parce qu'ils étaient rentrés plus dans le détail de comment ça marche, la couche derrière. Mais ils peuvent pas te le garantir. Ils sont censés l'avoir sur Bing Chat et au final, le prompt est ressorti. Donc, oui, le prompt est ressorti parce qu'ils avaient pas protégé là-dessus sur le jailbreak, en effet. Mais ce qui te montrait quand même, c'est que toi, t'as parlé des couches qui protègent d'interroger certaines choses, etc. Et en fait, ce qui te montrait, c'est qu'en vrai, la partie entreprise, donc parce que là on parlait de la partie publique avec Bing Chat public, mais dans la partie entreprise, en fait, ils ont deux couches. C'est-à-dire que c'est un espèce de méta prompt. Ils ont le prompt, ils ont une couche de prompt noyau, et en fait, ce que toi tu utilises, ce sont des couches qui viennent au-dessus. Et donc, en fait, même si le mec qui vient jailbreaker la couche du dessus, t'as toute cette espèce, on va appeler ça un pare-feu, avec les règles que t'as mis qui empêchent d'aller dans celui d'en dessous. Alors, bien sûr, aucun système n'est inviolable. On sait que ça finit toujours par péter un jour ou l'autre, plus ou moins. Mais globalement, déjà rien qu'avec ça, tu sais que t'as comme plusieurs couches à traverser. T'as pas juste, les gens croient que c'est un seul robot. Non, en fait, t'as plusieurs couches de robots avant d'arriver au tien, ce qui est déjà une grosse sécurité. T'as la couche entreprise de prompt plus la couche. C'est pour ça que la partie content safety avec la partie effectivement violence, haine, etc. était déjà très intéressante. Elle doit être inclue dans le Bing. Exactement. Et le fait de rajouter cette partie de jailbreak, il y en avait 2-3 autres options c'est vraiment passé très vite. Je pense qu'elles vont rajouter une vraie valeur et un vrai garantie d'un point de vue sécurité. C'est la réassurance qu'on va chercher. Bien sûr, évidemment. Et a priori, ils sont dessus et ça devient dispo parce qu'on avait vu que les screenshots Contoso la dernière fois. Mais c'est comme tout ce qu'on dit avec les puces et tout. C'est tout ce qui est logique. Tout ça, c'est ce qui est autour de l'adoption. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avancer plus loin si personne essaie je veux dire rassuré autour de l'outil. Et que c'est le positionnement d'Azure, encore une fois. C'est un portail, une administration, du monitoring, de choses que tu fais tourner dedans. Donc là encore sur les AI, il se positionne avec une couche de service. Moi, je trouve qu'il y a un truc marrant, c'est l'inversement de la réaction des entreprises. Quand il y a plus d'une dizaine d'années où le cloud a commencé à prendre, nous on le voyait, nos gros clients dont je parlais tout à l'heure, là, il y a 2 minutes, ils voulaient pas aller dans le cloud. Ils étaient terrifiés. Les PME, tout à fond dans le cloud. Aujourd'hui, c'est marrant, avec l'IA, c'est l'inverse. Les gros qui ont mis tellement de temps à aller dans le cloud, ça y est, ils sont à fond IA. Sur les AI. Et là, les PME qui sont vite allés dans le cloud, elles sont plutôt qu'est-ce que tu me racontes avec ton IA? C'est marrant comment parce qu'elles voient pas le gain est peut-être pas aussi gigantesque d'un coup. Ça dépend. Il y a vraiment 2 types Il y en a qui vont à fond et qui font beaucoup de POC et beaucoup d'innovation, et puis il y a effectivement ceux qui freinent. On va clore cette page, la partie Azure. Donc on l'a dit, moins de dev, moins de sujets un peu courants qu'on avait sur les autres services d'Azure. Ça a été très focus AI uniquement d'ailleurs, avec quasiment pas d'annonce à part le collectif search. Tout est orienté autour de ça. Mais qui est lié, donc vous ne le savez pas, développeurs, vous ne faites plus que de l'IA maintenant. Le reste, ça n'existe plus.
On va passer à la partie data, du coup, avec un Fabric dispo plutôt que prévu, tout simplement. Un Fabric, au final, qui ça fait on l'a vu en trial, on peut le tester. On a vu que le trial tous les jours se remettait à 59 jours, donc on se disait c'est pas bon signe cette histoire. Enfin, genre si tous les jours j'ai le droit à une nouveauté qui repart à zéro, je me dis que c'est pas sorti tout de suite. Et là, ça arrive en mode ah mais en fait c'est bon, hein. C'est bon, ça part. C'est dispo. C'est pour la 12. Alors, c'est vrai qu'on en avait beaucoup parlé entre nous en se disant c'est l'effet copilot finalement. On s'y attendait pas. Côté partenaire, on voyait ça pour début d'année, février. Ouais, même j'entendais des bruits en mode non mais c'est un peu repoussé et tout. Il manquait des features encore. Ouais, c'est ça. Il y a encore pas longtemps, la prise en charge du réseau, tout ça, c'était même pas documenté, il y avait rien. Ouais, et du coup, ce qui nous laissait penser que c'était pas pour tout de suite. Et tu sentais que c'était pas sec et même t'avais des bruits de couloir du mode non mais c'est un peu repoussé, ce sera peut-être pour début de l'année prochaine et tout. Moi donc je commençais à dire à mes clients mais c'est intéressant, on peut commencer à poker, mais attendez, qu'on voit un peu, qu'on teste tout. Et là, d'un coup, non mais ok, c'est en GA, les gars. Tu le dis, hein, c'est qu'on vient de vivre là, une période assez compliquée. C'est on te vend l'avenir en disant ouais, mais c'est vraiment le produit qu'il vous faut. Par contre, on va faire un POC hybride avec une couche de Synapse, un peu de Fabric, un truc que tu devrais pas avoir, ça devrait même pas exister dans une archi. Et tu dis voilà, il y a un entre deux parce que de toute façon c'est en preview. Alors on sait même pas ce qu'on va vous monter, comment on le migrera demain sur de la prod. C'est ça, t'as même des questions encore à l'heure actuelle, nous qui travaillons beaucoup en tant que partenaires sur toutes ces parties-là, des questions que nous on n'a peut-être pas toutes les réponses. Genre l'équivalent des licences et tout, et d'un coup par contre c'est en GA. Donc c'est trop bien. Maintenant, on va. Alors c'est trop bien. Ouais, c'est trop bien parce que il y a une vraie demande. Ce qu'on a senti sur les premiers mois suite à l'annonce, c'est côté client le message là de la vision SaaS unifiée, le OneLake, tout ça. Ça parle. Ouais, c'est vraiment qui tout doux sur les clients. C'est vraiment il y en a qui disent ah mais j'ai déjà ces outils en plus, j'ai déjà un Synapse, donc c'est trop bien. J'ai déjà testé, je veux bien un POC, etc. Et d'autres qui sont en mode pour l'instant, nous ce qu'on utilise que Power BI, donc Fabric ne m'intéresse pas à l'instant T, tout ce qui est autour. Mais je vais regarder parce que je pense que je peux y trouver un intérêt demain. Et t'as ceux qui ont été complètement perdus qui disent mais attends, qu'est-ce que devient Power BI ? Alors, moi je l'ai eu encore ce matin, j'avais un client ce matin qui me dit non mais en plus dans le panneau d'administration Power BI, c'est plus Power BI. Et on est dans Power BI et on peut commencer à administrer des features Fabric. Donc moi je fais mes les rôles Azure AD, Entra ID ont changé de nom aussi. En fait ça, et donc moi mes clients ce matin je lui passe le truc, il me dit moi je veux pas Fabric, et en fait juste après il y a l'option est-ce que les gens peuvent créer des espaces Drive Fabric, et là il est en mode non mais moi j'ai dit que je voulais pas Fabric, je veux Power BI. Non mais en fait c'est pour que je vous explique, c'est un abus de langage peut-être, mais dites-vous que c'est Power BI. Donc oui en effet il y a aussi ceux qui sont un peu perdus. Après c'est normal, ça se met en place, c'est du wording, il va falloir qu'on se mette d'équerre et ça va rouler. Tu vois, Microsoft a sous-estimé un truc. C'est que aujourd'hui, des entreprises sont organisées parfois par technologie de l'éditeur. Et j'ai des clients en stress total d'un point de vue humain. Ça veut dire en mode, je vais perdre mon taf. C'est-à-dire, il y avait les équipes data et compagnie, toutes les technos que t'as citées. Il y avait l'équipe Power BI et j'ai des clients, ils sont en mode, en fait, ils sont pas bien. Ils se disent, mais avec Fabrics, il y a plus de raison d'avoir ces équipes. Mais si, en vrai. Non, mais je te dis pas. Copilot peut-être, mais pas avec Fabric. Non, je te dis juste la réaction humaine que ça provoque, qui n'est pas forcément justifiée. Mais bien sûr. Mais ça, humainement, il y a des gens qui se disent, mais mon taf existe plus puisque mon produit, en 6 mois, il est passé de vital à, alors que c'est pas vrai. Comme tu viens de le dire, tout est encore là, Power tout BI fonctionne. reste Power BI. Je veux dire, les fonctionnalités de Power BI ne changent pas. Enfin, on a que du plus, mais qui, je suis sûr qu'il y aurait pas la notion de Fabric. Les évolutions de Power BI continueraient vers ce sens. C'est-à-dire que l'arrivée de Copilot avec Power BI, dont on parlera après, c'est pareil, c'est pas lié forcément à Fabric. D'ailleurs, tu me disais qu'aujourd'hui, il y a eu un nouveau visuel trop bien. Ouais, c'est ça, mais qui n'a pas du tout été traité typiquement dans le flow des annonces de l'Ignite. C'est pas du Fabric, on a un nouveau visuel qui sort, c'est un petit bouton, mais on peut mettre des petites images, moi j'aime bien. Mais... donc mais c'est un truc qui va répondre à un vrai besoin Power BI, on a des nouveautés Power BI qui arrivent qui ont pas de rapport avec Fabric. Vraiment, c'est pour ça que faut rassurer ses clients et tout, mais c'est la com aussi, comme on va vite et qu'on sort tout, c'est normal que les gens s'inquiètent un peu et tout. Donc, mais je pense que ça va se tasser. C'est pareil, Fabric, tout le monde va pas l'avoir, le trial il va durer 60 jours. Dans 60 jours, ceux qui l'auront pas acheté, mais ils n'auront pas de Fabric en fait, donc ils vont avoir du Power BI, point. Donc c'est pareil, c'est juste que forcément, là pendant 60 jours, et ça fait plusieurs jours que ça fait 60 jours, tout le monde peut tester. Donc, quand on voit le Fabric qui arrive, il y a des gens qui peuvent... Parce que dans le panneau d'administration, si t'as pas changé grand-chose, par défaut, tu peux tester. Bon, il y a des gens qui testent et donc qui remontent des infos et ça fait... D'ailleurs, je sais pas, le chiffre, s'il est basé sur ça, mais pendant l'Ignite, là, Microsoft a annoncé 25 000 clients Fabric qui ont testé là sur la période depuis les previews, etc. Parce que c'est super facile de tester. Exactement.
Donc, mais est-ce que derrière... Il y a une vraie adoption au niveau... Même, moi, par exemple, je fais du Fabric, et en fait, potentiellement, je fais que du Power BI. Mais juste, je suis dans un environnement Fabric, alors que j'utilise que la Power BI. Et comptabilisé comme un des 25 Et puis, on le rappelle, dans Fabric, tu as les briques type entrepôt de données, lakehouse, la partie stream. Oui, la partie data science, la partie machine learning, potentiellement, le mec qui fait que de la data science, qui utilise qu'une petite brique, il fait du Fabric. Et à la fin, en termes pareil de part de marché, c'est assez ingénieux, parce que tu couvres tous les profils, et tu vas dire, Fabric, c'est le plus utilisé. Et c'était d'ailleurs une des suppositions qu'on avait. On se disait, peut-être qu'ils vont pas ouvrir tous les services en JA d'un coup, que la partie KQL, là, etc., est un peu récente. Le Data Activator aussi, la partie alerte sur de la donnée. Ouais, moi, ça, j'ai même pas encore eu le temps de trop fouiller dedans. Finalement, c'est JA. Donc, ça, je pense qu'ils ont fait une bonne campagne, pareil, de tests produits. En même temps, ils préparent depuis 4 ans. Et ça nous rassure, parce que nous, sur le marché, notre question, c'était qu'est-ce qu'on dit à un client aujourd'hui qui veut vraiment démarrer une data platform? On lui pousse un Synapse selon une pseudo-architecture cible. On pourrait migrer derrière un peu hybride, etc. Là, il n'y a plus de sujet, on peut y aller. Fabric, ça démarre. C'est JL, le produit est à peu près sec, a priori. Et du coup, on va pouvoir en faire assez rapidement. Donc ça, c'était la première grosse news. C'est la principale news chez nous. C'est ça. La deuxième, c'est laquelle? C'est dans quel ordre? Donc, comme tu veux. Après, il y avait pas mal de choses juste pour rester sur Fabric avant d'arriver sur Power BI. Ici, sur ce qu'ils appellent le mirroring, ils reprennent des concepts qu'on avait dans Synapse, qui étaient les Synapse Link. C'est pouvoir dire, je me connecte à une base de l'autre côté et j'ai une réplication un peu temps réel. En gros, de la donnée que j'ai dans une base opérationnelle. Donc, on avait ça entre Synapse et Cosmos DB. On a eu ça entre Synapse et le Data Lake, Dynamics et les Data Lake. Alors, il y a eu plein de noms, il y a eu Bring Your Own Data. On a toujours cherché. Snowflake. Comment? Ils ont racheté Snowflake. Alors exactement, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que là aujourd'hui, ça a été MongoDB, Azure SQL, Snowflake et Cosmos qui sont annoncés en mirroring. Donc le fait de dire, si tu as un Snowflake qui existe, je peux créer un miroir temps réel finalement dans mon OneLake, dans le Data Lake d'Azure, de Fabric. Et le but derrière, c'est que l'utilisateur aille taper là-dedans, histoire de potentiellement, s'il y a des bases derrière, ça t'évite de ne pas faire un projet de migration de données, pas répliquer inutilement la donnée. Et de faire du Power BI sur du Snowflake facilement, en fait, potentiellement. Oui, exactement. Il y a des termes de coûts aussi, il y a des histoires de coûts, non? T'avais pas ça côté Dataverse aussi, les tables virtuelles côté... Oui, c'est un peu l'équivalent. On n'a pas trop parlé. Non, mais oui, c'est pas trop la logique de table virtuelle, elle est arrivée partout, de toute façon, maintenant. C'est ça. Donc, non, c'est bon, ça fait un moment. Assez intéressant. Est-ce que ça fonctionne exactement comme des tables virtuelles? Ça, on n'en sait rien. Pour l'instant, ils ont appelé ça mirroring. Comment ça fonctionne réellement derrière? Alors, est-ce qu'ils se prennent ce terme pour du low-code un peu, tu vois, le côté plutôt que le fameux link qu'on avait aujourd'hui? Oui, qui faisait plus technique. Plus technique. Enfin voilà. Donc, une des annonces côté Fabric, c'était la confirmation du mirroring et l'annonce notamment de nouveaux miroirs avec la partie Snowflake. Donc, Snowflake, concurrent direct de Fabric, outil d'entrepôt de données, SaaS, qui faisait déjà la virtualisation de données. Là, si vous en avez déjà un, pas de problème, il peut rester là. On le met chez nous. On vient l'attaquer et sans trop vous le déranger. Non, mais c'est ça. Et vous pourrez démarrer tranquillement sur Fabric. T'avais sur Power BI, je crois, le Copilot. Copilot qui a annoncé, alors, qui commence, on en entend parler, on a apparu pour la première fois le mot Copilot dans Power BI Desktop pour faire des mesures en DAX. Bon, ça marche pas de ouf. Et là, ils nous disent, en fait, ok, Copilot, on commence à déployer. Alors, vu qu'il y a plein de petites features qui sont annoncées, ils nous ont montré la petite démo la fameuse démo un peu waouh on va pouvoir créer un rapport automatiquement avec on va pouvoir automatiquement créer il y a un problème? Non, c'est bon. On va pouvoir automatiquement créer un rapport en tapant du texte et ça va créer ça. Donc ça, ils l'annoncent en cours de déploiement. A priori, je pense qu'on sera sec. Il disait, une date mars 2024, c'est ça? Oui. La preview pour fin mars 2024. Fin mars 2024, on a une preview de tout. Voilà, on a une date. Maintenant, alors c'est pareil, en vrai, moi je le voyais plus loin que ça. Moi, je sais pas. C'était très démo ce qu'on voyait, le côté je te génère un rapport. Ouais, je trouve ça tellement waouh que je me dis, ça peut pas arriver en 2 coups de cuillère à peau, quoi. Donc ça va forcément mettre plus de temps, quoi. J'aime pas mon expression. Non, si. Alors, je l'attendais pas. Mais, tu vois, moi, la légende de l'équivalent d'un Copilot dans Power BI, on l'entend depuis 10 ans. Non, c'est le DAU. Pour moi, c'est le DAU. C'est le DAU qui parlait à Power BI. T'as déjà vu le Yeti? Non, là, j'ai vu une démo du truc. Mais moi, j'ai des démos Power Query, machin, où tu parles en langage naturel. Il y a 10 ans, il y a des vidéos. C'était le DAU, on l'a jamais vu. Ça marche. Ouais, d'ailleurs, ils refont des sorties là-dessus. Et ils intègrent justement Copilot au niveau des synonymes dans Question and Answer, dans Q&A. Oui, voilà, Question and Answer. Ça fait 10 ans que ça marche qu'en anglais.
anglais. Enfin, et encore ça marche. Et en espagnol déjà. Ouais, oui, ça, ils ont rajouté l'espagnol. Wouh! Mais non, mais voilà, tu vois, pour moi, je dis, ok, non, je plaisante. En vrai, quand tu vois comment marche Copilot, tu sais que ça va marcher. Bien sûr, plus ça va arriver. Là, c'était juste pour la blague. En vrai, ça va marcher. Je suis sûr que ça va arriver. Donc, l'annonce, février 2024. Mars. Oui, pourquoi j'ai dit février? Et ça repart. C'est ça. C'était précis. Et Mais alors, du coup, ça, on sait dans quelle enfin, genre, t'as une licence Power BI Pro, t'auras Copilot, par exemple. Ou faux Fabric. Sur la premium, non? C'est cool. On sait pas. C'est une super question, ça. Non, je sais pas. Innocente question. J'ai pas, mais alors, mais tu sais, je pense. Si, je t'ai parlé de la F24, non, F64 et Oui, le ça, premium. oui, mais ça, c'est pour les fonctionnalités Fabric, Copilot qui seront dans Fabric. Potentiellement, il y a des fonctionnalités qui seront dans Power BI Desktop. Power BI Desktop, il n'y a pas question de licence. Oui, bien sûr. Tu vois? Donc, je pense qu'il y aura un mélange des deux. Ou est-ce que Power BI Desktop disparaît et tu fais tout dans Fabric? Waouh, changement de paradigme. Bah ouais. Je suis pas prêt. On l'a déjà évoqué et on n'y est pas encore. Il manque Mais des c'est briques. Alors, C'est une question il client. manque plus vraiment de briques. Hein. Ouais. Parce Mais que- elles sont pas intégrées les unes entre elles. Alors, c'est ça. Tout est là, séparément, et il n'y a pas un truc commun au milieu. Mais tu sais que c'est une vraie question client. Moi, j'ai eu plus de rien que Moi, j'ai sur perdu des novembre. projets parce que les gens voulaient pas installer Power BI. Ouais, moi, j'ai eu rien que sur novembre, j'ai eu 1 ou 2 fois la question par semaine. Ils disent, mais Power BI Desktop va mourir. Et Surtout que la concurrence a déjà du full online depuis un Ouais, c'est moment et en Tout à fait fait. on attend que Microsoft s'aligne un moment. Mais ils sont alignés, mais ils attendent de tout regrouper dans un seul truc. Moi, je suis bien avec mon Power BI Desktop. Hein. Franchement, pour l'instant, je suis pas si mal avec. Alors tu resteras avec ton Power BI Desktop. conduite du changement. On avait 2 petites mini news à citer. Alors il y a la partie DAX. Ah, le DAX Query Viewer, comme ça Ouais. ils ont dit, ouais, alors en fait, ça part d'un constat. Alors, c'est une super fonctionnalité, alors qui paraît peut-être pas dingue comme ça. Mais en fait, quand on code du DAX dans Power BI, donc le Data Analysis Expression qui permet de faire des mesures, des calculs un peu interactifs, on voit pas le résultat. Alors, quand on fait une colonne, on le voit bien. Quand on fait une mesure en tant que telle, on voit pas le résultat. On peut pas. On a des outils externes qui nous permettent un peu d'émuler les résultats en changeant, en faisant du code F5, un peu comme un dev sur Visual Studio ferait. On n'avait pas ça dans Power BI Desktop. Et là, ils annoncent une nouvelle fenêtre en fait, qui serait le DAX, j'ai oublié, Query Viewer, qui permettrait de taper son code et qui derrière en fait générerait le résultat. Alors ça paraît peut-être tout simple, on l'a sur plein de trucs. Même au quotidien, c'est. Au quotidien, moi qui fais beaucoup de DAX, c'est compliqué, même en formation, on dira à des gens, alors, t'as fait une mesure, oui, d'accord, mais alors il faut, où est mon résultat? Dire, alors il faut que tu mettes un visuel, t'intègres le visuel, tu drag and drop ta mesure dans le visuel, et là, tu vas voir le résultat. Et les gens, ils sont pas formatés comme ça, c'est normal. Et puis quand tu débutes, c'est super dur en fait de dire Ouais. je code un truc, Mais je sais pas ce qui se passe. je sais pas ce que ça fait. Juste Power BI, Faut quand que tu je fais mette entrer à la fin, il peut te dire non. Oui, c'est ça. Moi, c'est ce qui m'arrive. Hein. c'est ça. Donc Ça n'arrive ça encore. c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une très bonne Petite nouvelle. features, nouvelle, mais C'est vraiment un truc que j'ai. d'expérience quoi. Ouais, c'est trop bien pour quand on développe et j'en avais pas entendu parler et des outils externes le font. Là, ils l'intègrent à l'intérieur. Je suis chaud. Surtout que ça paraît tout bête en plus. Ça paraît tout bête. Ça devrait presque être là depuis le début. Je finis avec un dernier point, enfin juste pour le citer, c'est l'annonce des réservations d'instances sur Fabric. Donc on le sait, Fabric passe sur un système capacitaire, hein, Ouais. donc finalement Encore c'est les plus as a premiers service, et je sais combien je paye pour quelle performance globalement. Par contre, on va pouvoir faire comme côté Azure, réserver en avance finalement de la perf chez Microsoft, hein, en disant sur 3 ans je m'engage à consommer autant de Fabric, ce qui permet à Microsoft de faire sa planification du coup côté data center, etc. Et avec une énorme décote derrière, si tu t'engages à consommer tant, tu peux aller jusqu'à 40% sur Azure de C'est à mémoire. consommer ou à commander? En fait, si tu Pré-réservé. En fait, si tu t'engages, c'est comme quand tu vas à la salle de sport et que tu dis Ouais, c'est ça. je m'engage pour 3 ans, bah, tu payes moins cher que si tu payes tous les mois. Ok, Ouais, ouais, après, donc c'est ça. Après que tu y ailles ou pas, que tu l'utilises ou pas, on s'en fout. En gros, c'est ça. Donc, on l'avait pas sur la premium Power BI. C'était C'est pas un vrai qu'on concept. l'a pas sur la premium qui ou alors existait. je suis pas au courant. En fait, ça existait de plus en plus. Ça a commencé par les machines virtuelles sur Azure il y a très longtemps. Ils l'ont racheté sur plein d'autres services. Et effectivement, il n'y avait rien sur la partie Power Ouais, BI. c'est vrai. Par contre, il disait dans les commentaires ce qui arrive sur la premium, quand même, c'est que Power BI est démarré au P, globalement, au P1, hein, et que là, avec l'arrivée de Fabric Là, des et capacités des plus SKU, globalement, plus petites, bah, on va pouvoir faire du Power BI Premium avec des capacités moindres. Donc, ça change aussi l'usage. Oui, ça sera plus abordable. le coût, c'est ça. Il y aura un compromis Ouais. entre mes licences pro et de la premium, mais une premium Et à voir. un peu en dessous. Et quid de tout, et j'ai déjà quelques réponses, mais quid de tous ceux qui ont du premium et qui veulent passer en fabrique? Toutes les migrations et tout. Bon, on commence Ça à sera avoir un des sujet réponses, dédié. mais, Je ferme la parenthèse sur la partie data. Donc, ce qu'on retient, la JE de Fabric, c'était la grosse annonce. On va pouvoir en faire. Le Et- produit Et le nouveau est slider. dispo. Et le quoi Le nouveau slider. Mon nouveau Et le nouveau petit slider de graphique. Benjamin. Je vais le tester demain chez le client, je vais arriver, je commence dès le matin.
Toi, tu pourrais avoir 50 000 annonces dans la Book of News, il y a un truc qui se fait triper. On peut mettre des images dans un slider. Désolé. T'as trop fait Power BI, Benjamin. Power Plat. Alors, est-ce qu'il y a réellement un nouveau Power Commerce, Romain? Alors, moi, je vais faire comme tous les influenceurs. T'as teasé l'annonce, j'en parle à la fin. Comme ça, j'annonce les 2-3 petites news avant. Qu'est-ce qu'on doit retenir de la partie Power Platform? En fait, je vais aller vite. C'est que la plupart des news dont on a parlé dans les 3 dernières émissions sur les intégrations Copilot, les nouveautés, les nouveaux outils globalement, donc je vous renvoie à nos précédentes émissions. C'est à peu près ça qu'ils ont confirmé, soit en GA, soit en preview tout public. C'était des previews souvent locales États-Unis. Donc, si on devait résumer les quelques news, c'est la meilleure intégration Copilot avec, entre autres, pas juste un Copilot qui t'aide à faire des apps, mais aussi un Copilot, ce qu'on peut interroger dans une application. C'est-à-dire qu'on peut, Copilot va, les données que tu saisis dans ton application, Copilot va pouvoir les analyser et te faire des recommandations. Donc, ça peut devenir assez intéressant. Voilà. Globalement, ça tourne autour de ça. Une intéressante. Ce qui est intéressant d'ailleurs, en fait, c'est qu'il n'y avait pas de news officielle, quasiment pas pour la plateforme, mais il fallait aller chercher dans les news Copilot, dans le Book of News. C'est ça, parce qu'elles sont toutes liées à Copilot. Mais globalement, c'est des choses dont on a parlé dernière émission. Celle qui est un peu nouvelle, qui est intéressante, c'est la partie Robotic Process Automation, donc la partie reproduire les comportements humains sur un ordinateur. Donc ça, jusqu'à présent, il n'y avait pas d'intégration Copilot. Donc c'est plutôt pour Automate Desktop. Voilà, tu me fais le lien. C'est la partie bureau. Cadeau. Pas mal. Ouais, on s'est préparé, on s'est préparé. Ouais, c'est ce que low-code, moi je suis peut-être pas sur les petites puces électroniques, mais low-code... Là, il y avait... Ah, je connais. On verra après l'émission pour le billet. Et voilà, donc dans la partie desktop arrive Copilot qui va surtout être très intéressante. C'est qu'aujourd'hui, la partie RPA, donc Robotic Process Automation, qui se voulait être du super low-code, no-code même pour que les gens reproduisent leur comportement de robot sur leur ordi. Le problème, c'est que très vite, il fallait mettre des scripts pour lier les composants entre eux. Et du coup, c'est compliqué. Donc là, avec Copilot qui arrive, la génération de scripts, l'écriture de scripts, tout ce qu'on a raconté depuis tout à l'heure, elle vient. Donc c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile. Donc ça, c'est cool. Voilà. Le reste des news, ouais, c'était, je me répète un peu. Un peu de gouvernance. Voilà, de la gouvernance. Des nouveautés en gouvernance. Je m'attarde pas trop parce que globalement, toutes les nouveautés de gouvernance arrivent sur les managed environment. Donc ça, je pense qu'on fera peut-être, moi je ferai une vidéo dédiée, parce que le manager d'environnement, c'est un sujet très particulier. Quand vous cochez la case, je vous le rappelle, l'intégration. Ouais, il fait ses bails de son côté. Non, mais vous savez, je vais faire ça de mon côté. Tu sais que j'ai la 3e session de mes émissions, 3e saison de mes émissions Power Platform qui reviennent en janvier. Pardon, monsieur. Voilà. J'ai fait qu'une saison de Power BI. Et non, voilà, t'as des outils de gouvernance, mais ils sont beaucoup liés au manager d'environnement. Et pour comprendre, c'est que quand on passe un environnement low-code en manager d'environnement, l'intégralité de l'environnement passe payant. Donc aujourd'hui, les clients ont du mal à cocher la case. Voilà, faut être honnête. Donc je pense qu'on en parlera plus. Non, le Power Commerce, on va y venir. Commerce. La vraie news qui a fait que tu as cliqué dans la version découpée de la vidéo, c'est que Power Commerce, c'est qu'en fait ils vont intégrer. Donc on a Power Pages. Power Pages, la partie qui permet de faire des sites web. Sites web soit anonymes, soit authentifiés, ce qu'on appelle en du B2C, B2B. Donc des portails destinés soit à du business, soit à des clients. Donc là, c'est une partie authentifiée, avec des connexions, login, mot de passe et toutes les passerelles et les liens qu'il peut y avoir. Là-dedans, voilà, c'est du site. Il rajoute une partie module de paiement. Donc voilà, on va pouvoir sortir la carte bleue et voilà et dépenser. On aurait dû l'appeler Shopify est mort. Voilà. Alors l'exemple qu'il donne, moi je dis voilà que c'est un peu power e-commerce. En vrai, le vrai exemple qu'il donne, c'est parce que je pense, ça c'est ma boule de cristal personnelle, ça vient d'un de leurs plus gros utilisateurs Power Pages qui s'appelle la ville de New York. La ville de New York, elle a son espace citoyen en Power Pages. Toutes les communes, quand vous allez dessus, ils ont des espaces citoyens. Faut acheter, je sais pas, alors pas les timbres fiscaux, mais t'as toujours des petits trucs à payer à droite à gauche avec ta mairie. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est genre des villes comme la ville de New York qui a dû dire, votre truc il est cool, mais je fais comment pour vendre ça, pour acheter ça, pour tous les trucs de paiement. Et d'ailleurs, c'est le use case qui donne les communes, etc. Comment tu fais pour faire tes petits paiements. Ils ont pas donné d'exemple d'e-commerce. Ils ont plus donné ça. Voilà, vous avez des petites choses à acheter, à échanger. Ouais. C'est pas forcément sur de la transaction. T'auras jamais un gros site e-commerce ouais. en Power Pages. T'auras jamais un gros site e-commerce. Ah si, ça encaisse. Ah, ça encaisse. Quand tu vois, imagine, ça encaisse la ville de New York. Ça a encaissé. Oui, mais est-ce que
parce qu'aujourd'hui, l'indexation sur Google pour qu'il remonte bien d'un site e-commerce, il doit être ultra performant, ultra bien indexé d'un point de vue SEO, ultra optimisé. Alors, tu peux pas aller jusqu'à là. Mais on est plutôt sur des sites peut-être même, tu vois, moi je pensais du B2B, souvent, tout ce qui est inter-filial ou etc. T'as beaucoup de sites e-commerce qui existent quand même comme ça en B2B ou en revente de produits internes dans les entreprises. Ça pourrait répondre à ça finalement. Oui, tout à fait. Ou un CE interne qui vend des trucs. Ou des places de cinéma, des trucs. Ouais, bien sûr. Oui, ou moi je vais même te parler. Un t-shirt les têtes dans le cloud. Non, moi je vais même te parler de certains de nos petite statue de Romain avec la tête qui bouge. Non, mais moi je vais me parler de certains de nos clients qui nous demandent de faire la boutique officielle les têtes dans le cloud en Power Pages. Ah ouais, avec les produits dérivés. C'est ça. Non, ouais, moi je disais l'exemple très bête qu'on voit souvent, c'est on a des clients qui pour accéder à leurs appels d'offres, on doit payer pour accéder à la plateforme d'appel d'offres du client. Ouais. Et bon bah du coup ils feront un appel d'offres pour l'accès à un service premium de ta page web. Ça peut se tenir avec un paiement. Performance incroyable, ni d'indexation SEO, ni tout ça, quoi. Voilà, alors, j'aime pas trop le mot pas performance incroyable. En effet, par rapport à un Amazon, ce n'est pas les performances d'Amazon. Pas parce qu'on fait du low-code qu'on n'est pas performant. Quand je dis incroyable, c'est ce qui est attendu d'un site de e-commerce en 2023. C'est pas Amazon. Amazon.com, parce qu'en plus, t'as toute une logique de préchargement des pages où est ta souris. En fonction d'où est ma souris sur ma page et de mes habitudes, on le voit très bien quand tu mets un analyseur de traces, tout est préchargé. Mais par contre, ça a encaissé toute la plaque Eurasie pendant le Covid pour gérer les vaccinations, tu vois. Donc, ça encaisse. Ouais, pour tout le reste des cas, je remets pas ça en cause. Je défends mon truc. Non, mais je ne juge pas, Romain. Le débat du développeur et du low-code. C'est ça. Moi, je mange le popcorn. On est là pour ça. Moi, je suis content qu'il n'y ait pas que du SSRS en face. Oui, alors moi, je fais des graphiques paginés. En tout cas, il y a forcément un usage. Ouais. Dans le côté autonomie des users, ils seront contents à un moment de faire une boutique en ligne. T'as un module de paiement. Comme WordPress en a un, comme la plupart des CMS du marché. On vient encore un peu plus dans l'autonomie par module, quoi. Et tu nous diras très rapidement, de toute façon, qu'est-ce que ça va permettre de faire. Voilà, et c'est vrai que je regardais mes anti-sèches, globalement, dans les choses qu'on avait déjà dites, ils confirment l'arrivée de tout ce qui est copilot dans le process mining, donc l'analyse et l'automatisation de process. Ils ont confirmé que enfin tous les composants super jolis qu'on a en low-code sont en GA, parce qu'ils étaient toujours en preview, en fait. Donc il y a des nouvelles versions. On l'avait abordé dans le dernier épisode. Et la news que tout le monde attendait... Je me fais pas des chez Microsoft en étant ironique là-dessus. Power Virtual Agent est partie intégrante de Microsoft Copilot Studio maintenant. Voilà. Pour tous les gens qui utilisent Power Virtual Agent, ils doivent être très contents. Et pareil, c'était un des débats aussi qu'on a déjà eu. On va fermer cette page, du coup, Romain, et puis je vois les petits yeux de tout le monde aussi, parce qu'on tourne le soir pour info, et je sens que ça a été une longue journée pour tous. On se donne des coups de pied sous la table. Bizarrement, on finit pas avec le dernier sujet. En plus, on va finir avec la partie Modern Workplace. Et il faut savoir que lors de l'Ignite qu'il y a eu, du coup, il y a eu une grosse 45 minutes, 1 heure sur la partie Satya Nadella, la partie hardware, OpenAI et tout. Et il y a eu l'autre partie dédiée à la partie Copilot. Donc en fait, suite à l'annonce, l'ouverture publique du 1er novembre, tout un tas de retours d'expérience, des chiffres sur la productivité. Bon, on a eu un peu le côté produit. Par contre, du coup, on a eu surtout des annonces de Nadella aussi, quand même, sur la partie du coup Copilot. Ouais. And there is a copilot for you. Ça veut dire quoi, Kevin? Ça veut dire que depuis le début de l'année, Microsoft a sorti plein de copilots dans tous les sens. On a vu Copilot pour BI, Copilot dans la Power Platform, M365. Et là, en fait, ils se sont dit, en fait, le Copilot qui repose sur la graphe, en fait, uniquement et sur les données d'M365, ne conviendra pas forcément à tout le monde. Et il faudrait peut-être proposer des copilots qui sont spécialisés pour des tâches précises, qui sont connectés à des sources de données vraiment unique à certains clients. Typiquement, onboarding RH par exemple, si les informations stockées dans un SAP, le copilot tel qu'il avait été présenté en début d'année, c'est mort. Donc tu ne pouvais pas proposer ça, à moins que tu fasses des projets plus compliqués, plus complexes et plus coûteux. Et là, en fait, ils ont sorti Copilot Studio, si je ne me trompe pas, il s'appelle comme ça, non ? C'est ça, Copilot Studio, dans lequel, en fait, chaque entreprise va pouvoir faire son propre copilot à lui. Et son ou c'est Copilot à lui. Et du coup, l'avantage, c'est que c'est intégré dans Copilot M365. Donc, avant, quand tu posais une question en disant, je n'importe quoi, combien il me reste de congés payés, en fait, il va dire, écoute, je sais pas. Oui. Je sais pas. S'il n'y avait pas l'info dans un fichier, exactement. Si c'était pas dans du fichier, j'avais pas l'info. C'est ça. C'est dans un système métier. Je peux pas y accéder. C'est ça. Aujourd'hui, on pourra. Je sais pas. Désolé, je peux pas y répondre. Aujourd'hui, vu que tu as tes différents copilotes supplémentaires autour de toi, il va savoir que en fait, il y a un copilot, un persona
pour pouvoir répondre à cette question, parce qu'il a la capacité d'interroger, par exemple, le SIRH de ton entreprise. Alors, c'est lié, Kevin, à une news. Il l'avait annoncé sous forme de plugin, mais que tu développais. Donc ça demandait de développer des choses. Là, ce qu'ils ont surtout annoncé, c'est que c'est un truc où on dit, en gros, si tu reçois un message qui a cette tête-là, qui parle de congé ou qui parle de ça, derrière, tu as une interface type Logicap, type Power Automate, où tu peux lui dire, déclenche telle action, appelle tel service et réponds tel truc basé sur ces échanges-là. Donc, tu n'as plus besoin de développer ton plugin, tu peux le faire dans Copilot. Donc, moi, surtout, ton exemple, il est génial des congés, parce que beaucoup de gens s'imaginent que le sujet congé, c'est facile. Dans mon entreprise, j'interroge les congés. Du tout. Moi, justement, on va pas citer le client, on est enregistré, mais on a une grande entreprise française qui a un système de congés différent en fonction du type de métier à l'intérieur, parce qu'ils ont des conventions collectives différentes en fonction du type de métier. C'est même pas par des rachats de boîtes, c'est historiquement la construction de cette boîte est comme ça. Donc, ils ont un système de congés qui est différent en fonction du métier que tu fais dans la boîte. Donc, imagine l'enfer. Là, avec ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on va déployer un copilot, enfin le module congé copilot, on va en faire autant qu'il y a de spécificités de congé. Et il apportera la réponse. Et en plus, ça sera transparent. Parce que c'est une problème. Aujourd'hui, cette entreprise a développé un chatbot en Microsoft. Et ça a été, on les a accompagnés là-dessus. Et ça a été la partie très complexe. Parce que les congés avec eux, c'était complexe. Parce qu'on a dû faire un module de congé qui devait comprendre en fonction de qui je suis, machin, je vais taper dans la bonne dose. Là, en fait, c'est l'inverse. Chaque module va être géré indépendamment, voire par les RH dédiés et les comptables dédiés. Et ensuite, ils sont publics dans ton prompt demain, un peu comment ça marche les congés chez toi et en fonction de qui t'as. Et ça, en fonction de qui t'as. C'est un peu le truc qui m'a un peu surpris dans la conférence, c'est que en fait la semaine dernière sur la conférence d'OpenAI, ils avaient annoncé ça. Les GPT. Les GPT qui étaient des templates de bots personnalisés. C'est ce qu'ils appellent des agents en fait. Des agents avec un store, avec un catalogue, avec tout ça. Et des thématiques, en gros. C'est ça, un store avec un modèle économique et tout derrière. Et c'est vrai que comme Microsoft en début d'année avait annoncé la capacité de pouvoir développer ses propres plugins, je me dis ils ont annoncé ça, c'est pas encore sorti. Je me suis dit peut-être que finalement pour ces usages-là un peu spécialisés, la voie ça serait plus côté Azure et faire du développement spécifique. Et c'est vrai que je m'attendais pas à ce que une semaine après les annonces d'OpenAI, ils aient déjà intégré en fait tout ça. Et à l'usage, dans les vidéos, dans les démonstrations en tout cas, ça a l'air d'être vachement beau. Plus simple, de développer ton propre plugin. Parce qu'on from parlait scratch. au début, tu te rappelles, on disait oui, on va bientôt avoir des développeurs, non, ils seront des développeurs full plugin, ils feront que ça et tout. Alors que là, quand on écoute ça, on est en mode en fait, ça va peut-être être plus simple. Et en fait, je pense qu'il va y avoir différents niveaux. Peut-être que ce que je me dis, c'est que peut-être qu'il y a cette première couche-là pour faire quelque chose d'assez assez simplement, rapidement, on va dire en low code. Et après, la couche au-dessus, peut-être du plugin, parce que tu vas aller un poil plus loin. Et peut-être, là, la chose un peu plus sur mesure. En fait, c'est la même logique que ce que tu peux faire sur Azure. C'est-à-dire que sur Azure, tu vas faire des trucs très simples en Logicap. Et des fois, Logicap sera trop limité pour faire ton use case, parce qu'il est trop complexe à coder en low code. Du coup, tu le fais en Azure. Voilà, mais l'exemple de Microsoft dans sa démo, pour ceux qui verront la vidéo, qui font ça, moi j'ai revu le même warning qu'on a dans le low-code. La personne, pour faire l'exemple des congés, elle prend un connecteur, elle dit « Ah oui, alors je dois mettre le connecteur SAP qui doit se connecter à la table employé, puis à la table machin. » Je fais stop, ces infos-là, il y a même si c'est du no-code, il y a qu'un développeur qui connaît la réponse à ces questions. Le non-développeur, il saura peut-être même pas que c'est dans SAP. Et s'il le sait, il connaît SAP, pas. Voilà, il sait que c'est déjà que SAP existe. Il faut que ça s'axe dedans, qu'il connaisse le nom de la table, le nom de la colonne. Donc, en fait, on revient aux limites. Ok, c'est très simple, mais il faut être technique pour comprendre l'architecture. C'est un peu de travail. Oui, bien sûr. Mais ce qui est vachement sinon, il y a vraiment plus de développeurs. Au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est que la granularité est là maintenant. En fait, tu passes pas de j'ai Copilot et c'est que Microsoft 365 ou je vais côté Azure. En fait, la granularité, elle est quand même un peu plus importante et ça permet de donner plus de flexibilité aux entreprises avant de se lancer dans des chantiers. Ce qui est intéressant et en même temps qui me gêne, c'est que ça fait un moment que je dis, c'est quoi la différence entre ce qu'on fait côté Azure, OpenAI et Copilot? C'est que Copilot, il est généraliste. Et en fait, là, du coup, il ne sera plus. Il aura des scénarios, il aura des verticaux, des personas à adresser. Et si ça a été bien fait, il t'apportera autant de valeur ajoutée métier qu'on fait en custom Azure. Quoi. Après, ça dépendra aussi beaucoup, comme toujours, de la qualité de ta donnée. Que ce soit tes documents dans tes SharePoint ou même juste les profils Azure AD des utilisateurs. Parce qu'en fait, ce que tu disais là sur les métiers, en fait, si dans ton profil Azure AD, il y a juste ton nom, ton prénom, ton email et pas toutes les infos qui te permettent de t'orienter vers la bonne application. C'est quoi Azure AD ?
Entre ID, excuse-moi. C'est juste pour savoir. T'étais encore en période d'essai, non? Mais en fait, voilà, on en revient toujours à cette histoire de qualité de données, que ce soit sur les données sur lesquelles SharePoint Copilot va se baser, ou les données de ton profil. Ouais, mais moi je vois, tu vois, le sujet de la qualité des données dans AD ou Azure AD, c'est un problème que je vois depuis 20 ans de carrière. Par contre, moi ce que je vois maintenant, c'est que ça commence à vraiment prendre conscience, les entreprises sont bloquées. Avant, quand on était en full dev spécifique, ils s'en sortaient toujours avec une base de données de gestion plus ou moins tordue, pour être poli, qui traînait dans un coin. Romain, respecte les développeurs un petit peu. Voilà, non, c'est pas tordu. C'est pas le travail des développeurs. Aujourd'hui. C'est le concept d'un machin qui fait la même chose que l'AD, mais on le mettait pas dans l'AD. Oui. Tu vois, c'est ça que j'appelle tordu. Un annuaire. Ouais, oui, non, Parce que ça aurait été trop compliqué de le mettre dans l'AD. Voilà, ils recodaient un AD à côté. Enfin bon. Ça, non, mais ce qu'ils avaient besoin. Et oui, aujourd'hui, je le vois avec les clients qui font ça. J'ai des clients aujourd'hui où chaque fois qu'ils font une application, ils ont un écran de première connexion. L'utilisateur doit rappeler son nom, prénom, matricule. Tu fais, c'est une blague. Mais même ceux-là, ils sont en mode, ouais, on va devoir quand même nettoyer, faire correctement notre AD parce qu'en fait, on ne peut plus aller vers les nouvelles technos. Et ça, c'est un effet positif de toutes ces nouvelles technos dans le cloud. C'est qu'au bout d'un moment, enfin, peut-être qu'arriver, je sais pas, peut-être qu'en 2030, on aura des AD propres chez les clients. Ça vient assainir en fait, ça va permettre d'assainir un peu toutes les identités des collaborateurs. Alors, c'est pas pour demain tout de suite. Moi, je lui dis, voilà, pour moi, j'attends 2030. Mais ce qui monte, hein, ça, on avait déjà évoqué 2 sujets au passage à Copilot ou OpenAI. Le premier, c'était la partie data classification, type PureView pour demain, finalement, que tu puisses t'interroger librement sans te faire peur. Le deuxième, c'était côté Copilot Power BI. On disait, si t'as pas des data models hyper clean, bah forcément, ton report, il va pas se faire à la volée, etc. Et ça va être drôle. Et le troisième, si on voit un sujet d'identité, du coup, pour la gestion des personas et les bons scénarios qui s'activent côté Copilot, où finalement, demain, il faudra que tu aies l'état de l'art quand même de tout ce qu'on fait dans Azure, côté data, côté identité et modèle, parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est là où on se rassure. Il y a encore du boulot pour nous. Il y a pas mal de choses à faire, une grosse prépa. Mais d'ailleurs, un des phrases marketing entre guillemets pour Fabric, c'est aussi préparer votre data pour l'IA, tu vois. Ouais, la fameuse préparation qui va être d'ailleurs, nécessaire. il y a une intégration Fabric Azure AI Studio. Ouais, c'est ça, ils ont mis Azure AI Studio plus Fabric. D'ailleurs, la démarche, c'est data ready, copilot ready, en fait. C'est commencer par avoir le data ready avec toutes les gouvernances, pas que la data. Et ensuite, on parlait de la réaction des gens, la sensibilisation utilisateur dont tu parlais. Donc, être copilot ready, c'est aussi sensibiliser les gens. Et après, on attaque les autres sujets. Et ça, c'est la vision et la démarche Microsoft. J'évoque les mini-news pour clore. Globalement, on retient aussi que Bing a été renommé. Alors c'est pas rien et ça va être un sacré bordel ça aussi. Donc, excusez-moi, ça va être un sacré bordel parce qu'on avait Bing, le moteur de recherche, on voit à peu près son rôle. On a le Bing Enterprise où on te disait tu peux faire maintenant du chat GPT dans Bing, c'est mieux. Exactement, ouais, Bing Chat Enterprise. Et maintenant Bing s'appelle grosse innovation Copilot. Et du coup depuis tout à l'heure on parle de Copilot mais on parle pas du tout de Bing. De Bing. Donc on parle de Copilot. Quand je dis ça va être un sacré bordel, excusez-moi le terme, mais c'est un peu ça, c'est qu'à un moment côté client, quand on va expliquer qu'il y a 2 produits quand même n'ont rien à voir. Ok, ils intègrent un moteur GPT, mais t'en as un qui est un moteur de recherche à la base, et même si tu es dans le cadre de l'entreprise, et l'autre qui est cet outil de productivité qu'on retrouve partout. Bon, tout s'appelle pareil. Parce que il y a un qui est gratuit, mais l'autre qui est payant. C'est ça. C'est ça hein, quand même. C'est que il y a le Copilot de Bing qui est gratuit parce que de Bing d'ailleurs. Donc ça. Pourquoi? Parce que moi, on peut le mettre n'importe où. En fait, il y a 2 choses. Et c'est que il y a le Bing Search, le Copilot, il était nouvellement Copilot qui est gratuit. Il était un peu plus avancé quand même. Il n'était pas gratuit, non. Le Bing Search Enterprise, il fallait le E3. Oui. Bon, pas de coût supplémentaire. Tout le monde n'a pas de E3. C'est pas gratuit. Par contre, c'est plus qu'un simple moteur de recherche parce que déjà, c'était un des premiers à avoir DALL-E 3 intégré à l'intérieur. Et en plus de ça, il y a des prompts déjà personnalisés qui sont faits sur la partie rédaction. Rédiger des posts, des paragraphes, des définitions. Tout à l'heure, il m'a demandé si c'était préécrit, c'était marqué est-ce qu'un ours ou un lion, lequel des deux gagne à la bagarre s'ils font une bagarre. C'était pré-rempli pour moi. Et ben vous savez quoi? J'ai peur de demander pas vraiment de réponse. J'ai peur de demander. C'était la première fois que je l'ouvrais sur ce truc. C'est personnalisé à ton contexte. Lire aussi les documents sur le contextuel et c'est vrai que ce que tu disais, la nouveauté c'est que pour y accéder, tu étais obligé de passer par le navigateur Edge.
Aujourd'hui, c'est accessible sur Google Chrome, sur Opera aussi. En extension. En extension. Non, si, avec l'URL. Avec l'URL, tu tapes. Mais avant, tu faisais bing.com/chat, tu y accédais. Non, c'était un module dans Edge. Fallait ouvrir un petit truc sur le côté. Tu pouvais faire bing.com/chat et tu y arrivais. Mais je crois que t'as raison, un plugin maintenant pour envoyer à droite. Oui, c'est ça. T'as les plugins Chrome pour l'avoir en permanence avec toi. D'ailleurs, maintenant, c'est copilot.microsoft.com. Maintenant, tu l'as même le chat quand tu es sur Bing, quand tu as un scroll vers le haut, il descend. Oui. Il est carrément dans l'interface. Donc ça fait beaucoup de Copilot. Donc ça, gros changement de nom. Pareil, ça va être encore un espèce de flou entre les produits, etc. Ouais. Je sais pas si... Alors stratégiquement, je vois la logique. On a un produit de productivité que on avait dit qu'ils enlevé le nom Bing aussi, je pense. Ouais, parce que d'ailleurs, j'ai lu une news qui disait que les derniers chiffres sont... à la baisse même, apparemment, en part de marché. On s'attendait à une hausse par ils l'ont eu au début. Le buzz qu'il y a eu, mais là, je crois que sur le dernier mois, on annonce des chiffres de fréquentation à la baisse sur Bing, quand Google est en hausse. Parce que maintenant, tu peux le mettre en admin. Peut-être que c'est pour réduire l'écart et de se dire, finalement, on s'en fout, il n'y a pas de combat de search là-dessus. C'est notre outil Copilot. Les résultats de recherche restent aujourd'hui bien meilleurs sur Google que sur Bing, factuellement. Oui. Et puis, pas forcément via le chat. Le chat est plutôt performant, mais le moteur de recherche tout court est quand même bien meilleur sur Google. Ça te permet de compter les 2% d'utilisateurs de Bing comme utilisateurs Copilot. C'est vrai. C'est ça, à la fin, en comptage. C'est logique, parce que le dernier épisode, on avait dit qu'ils avaient changé de logo. C'est le logo de Copilot. Ouais, en fait, exactement. Donc bon, en tout cas, c'est l'info. On a encore du rebranding en ce moment. Et on avait fini, il y a eu un peu de Mesh. Ouais. Qui est pas mort. On rappelle ce que c'est que Mesh. Qui est pas mort. Alors, Mesh, c'est environnement virtuel. C'est un peu le méta. On est dans Teams. On est dans Teams. C'est le métaverse. C'est le métaverse de Microsoft. Et globalement. Alors, vas-y, pour nous. Parce que t'as pas entendu le. C'est pas grave. Non, j'ai pas entendu. Et Kevin connaissait pas trop ce qu'est une mèche. Il dit qu'il connaît pas trop le principe des mèches. Ah, voilà. C'est lui qui l'a dit lui-même, c'est pas nous. Il est tard. Du coup, il s'est auto-vanné lui-même. Mesh, on en avait parlé dans un précédent épisode, c'est annoncé depuis un certain temps. C'était aussi pour porter la réalité virtuelle, la réalité augmentée chez Microsoft. L'idée, c'est d'avoir, en plus des avatars, des environnements de réunion virtuelle ou des espaces de travail virtuels en 3D, un peu comme le métaverse de Meta. Et là, en fait, ils l'ont annoncé en General Availability, donc ça, c'est déjà bien, parce que c'était beaucoup en preview. Il n'y avait que Avatar qui était sorti. Donc pour faire ça, on en avait parlé dans un épisode, etc. Et là, il y a, moi, deux choses qui m'ont vachement impressionné. Premier, c'est que les avatars... Vachement impressionné. Ouais, après, je m'hype un petit peu. La première nouveauté qui est vachement intéressante, c'est qu'ils mettent à jour Avatar pour pouvoir scanner ton visage et faire ton propre avatar. Enfin, parce que on a tous essayé de faire sa tronche. Moi, globalement, pas du tout. C'est ça, le mien me ressemble pas. C'est ça. Et le deuxième, la couleur des cheveux jaune déjà quand t'es blond, tu les vois. Et le deuxième aussi, ce que je me disais, bon, c'est vrai qu'on parle d'IA depuis le début, là, tout d'un coup, ça parle de Mesh. Quel est le rapport? Et en fait, on peut générer via des prompts l'environnement de Mesh. Et c'est vachement impressionnant parce que du coup... Ça marche très bien. Ouais, la démo marche très bien. La démo marche très bien. C'est très impressionnant parce qu'à la base, Mesh, t'as 4 ou 5 environnements, un peu comme ils font d'écran Teams au début. Ouais. Et là, en fait, t'as même pas besoin d'avoir un wizard où tu vas devoir mettre ton propre arbre. Comme les Sims. Ouais, ou mettre ton propre Sims. Là, tu as une fenêtre de prompt et tu tapes ton prompt. IA génératif, ça génère ton fond. Et ça te génère un environnement. Pas que les fonds, même les meubles. Les meubles, la totale. Mets-moi une table avec des chaises rouges. Ça va être un bazar. Avec un contexte et du coup, tu peux rajouter des choses. Moi, tu me mets là-dedans, j'y passe deux jours. Mais c'est pour ça qu'on te met Copilot pour gagner de la productivité. On va tous avoir l'appartement de Friends, globalement, déjà. Et ça, c'est vachement... Moi, j'attends de voir aussi les abus qu'il y aura, parce que genre, dessine-moi une prison autour, tu vois. Est-ce qu'ils ont déjà vu? Il y a Content Safety qui va passer devant et qui va... Et moi, ma supposition, en tout cas, mon hypothèse, c'est que je pense que faire une compétition du meilleur... Une de mes hypothèses... Une de mes hypothèses, je pense que c'est un des apports de l'alliance avec Nvidia, parce que Nvidia, quand on avait parlé dans l'épisode, avec l'Omniverse et tous ces services d'IA, il y avait la génération de vidéos, d'images, mais aussi de modèles 3D. Et je pense que c'est un des résultats de... C'est une des features qui était... graphiquement, ça s'est amélioré. On est passé... Mais même la génération via le prompt de modèles 3D... Ouais, non, mais franchement, on est passé d'un jeu vidéo de 2003 à 2013. C'est pas mal. Donc l'année prochaine, c'est bon, on rattrape. Et est-ce que tu peux quand même le faire sans le prompt? Genre j'ai tes meubles, genre tu veux une commode 3 tiroirs, 4 alors tiroirs. La démo a pas montré ça. C'était des environnements préfaits déjà. Parce que là, sinon, moi, mon imagination... Ouais, mais heureusement qu'il y a le content safety, non? Non. Non, pas plus que ça. Dernière mini news pour clore. SharePoint Premium. Ouais. SharePoint n'est pas mort, c'est toujours là. SharePoint Premium. Je pense qu'on en parlera dans un prochain épisode plus en détail. Moi, de ce que... Alors, ils l'ont annoncé, mais très brièvement. Ouais.
C'était une puce. Non, mais c'était comme nous caché à la fin. C'était une puce encore. Encore une puce. T'as un truc avec les puces. Hein. C'était vraiment une puce. Là, pour le coup, dans une présentation, on disait au fait, on a SharePoint Premium qui est là. Alors, moi, j'ai vu sur LinkedIn Jeff Tepper. C'est ça. Alors, l'article, il est vachement long. Moi, de ce que j'ai l'air de comprendre, c'est le service SharePoint est boosté avec l'IA. Donc, il y avait pas mal de rumeurs sur la conception des pages, ce genre de choses. Et il y a tout ce qui est classification des documents à partir d'intelligence artificielle qui aujourd'hui est porté par Microsoft Syntex, qui est un plugin supplémentaire dans SharePoint Online. Donc, qui est peut-être nativement demain intégré. Que va devenir Syntex par rapport à ça? Je vois pas l'intérêt de Syntex si SharePoint Premium intègre ces features-là. T'es sûr que c'est pas juste un rebranding encore? Non, moi je vois l'intérêt, c'est que SharePoint, Syntex tout seul en l'état, je suis pas convaincu du succès commercial. C'est Syntex plus SharePoint, mais dans ce cas-là, si SharePoint Premium intègre les fonctionnalités de Syntex, pour moi, Syntex pas SharePoint ou SharePoint Premium. Parce que moi, je pense que Syntex, même déjà, tu vois, la quantité de clients qui savent même pas que ça existe. Moi, je savais pas que ça existait, je suis pas client. Puis avec ceux qui confondent avec Syntex, mais globalement, Syntex, il y en a tellement qui savent pas que ça existe, qui trouvent que ça coûte cher pour ce que ça fait. C'est pas moi qui le dis, hein. Je cite juste beaucoup de mes clients. Bien sûr, on est là pour leur expliquer la valeur et tout, mais c'est un challenge. Et en effet, je pense que du coup, coupler Syntex à toutes les fonctionnalités SharePoint Premium, ça c'est plus dans la logique premium, la fonctionnalité d'IA. Et là, ça sera, la pilule va mieux passer et ils vont vraiment mieux comprendre la valeur ajoutée que juste Syntex. C'est pas juste Syntex, c'est toute l'IA en fait, qui vient avec SharePoint. Et là, c'est super en fait. T'as plus de valeur ajoutée, toute l'innovation comme Teams, t'as ton Teams simple et ton Teams Premium avec toutes les capacités d'IA. Syntex intégré dedans, ça ferait sens. T'as ton SharePoint, ton Teams, ton Power BI. Et du coup, à force d'avoir des morceaux premium, est-ce qu'on va avoir un Office 365 premium au bout d'un moment? Je sais pas, on n'est pas dans la tête de... Non, je pense pas parce que ça, c'est déjà Copilot. Ah oui. Non, parce que c'est une vraie question, parce que toutes les briques deviennent premium, ont une version premium, donc je me dis au bout d'un moment ils vont nous faire un pack premium. Après, sur SharePoint Premium, tel qu'ils le mettent dans le Book of News, c'est aussi de dire c'est la solution SharePoint pour te préparer aussi à Copilot en fait. Ça va t'aider à protéger tes données, les gouverner, etc. Mais en tout cas, si ta data classification se fait automatiquement, tu auras moins de problèmes dans parce que ça va t'aider à le Copilot. Exactement. Donc tu auras peut-être un package, prenez SharePoint Premium. En tout cas, je vois ça comme une nouvelle, je pense qu'on pourra en parler dans un prochain épisode. En tout cas, ça vient rationaliser ce qu'il y avait autour de SharePoint parce que Copilot va chercher dans SharePoint, mais on avait Syntex d'un autre côté, on a Viva Topics de l'autre côté qui repose sur SharePoint aussi. Enfin, ça commençait à devenir un peu une espèce de bazar. Là, je pense que SharePoint Premium va venir un peu rationaliser tout ça. Donc, c'est plutôt bien. Et il y aura une offre un peu plus cohérente en disant, bon, il y a le SharePoint que vous connaissez tel quel et Copilot va pouvoir interroger ça. Et vous avez la version un peu plus, qui est un peu boostée et vous aurez les fonctionnalités. Et on va conclure là-dessus. C'était, on finit avec news SharePoint et de l'IA. C'est magnifique ce qu'on vit aujourd'hui. Donc voilà, finalement pas mal de choses, gros épisodes. Et il y a encore plus de trucs dans le Book of News à lire. Hein. Exactement. Donc dans tous les cas, il y aura on a un épisode qui arrivera d'ici 2 semaines, assez classique. Donc on reprendra ce qu'on n'a pas eu le temps de traiter, ce qu'on n'avait pas compris, là où on s'est gouré. Il y a forcément, encore une fois, c'était du débrief à chaud, mais on adore faire cet exercice parce que tout de suite, quand on regarde le live, et d'ailleurs on s'est remis à voir les lives, hein, c'est ce qui change maintenant. Les keynotes sont hyper intéressantes. Donc on a repris le système du live en famille qu'on regarde et on débrief en se disant ça c'est trop bien. Et d'ailleurs on devient un peu américain. Enfin excusez-nous pour les Américains. Non mais en vrai on commence à voir waouh c'est amazing etc. On adore ça. Donc il y a un peu un peu d'engouement quand on regarde certaines annonces produits. C'est top. On en débrief. Il y a des choses intéressantes, structurantes pour nos métiers. C'est aussi pour ça qu'on vous le partage. Donc Microsoft n'a pas été avare de nouveautés. On récap de l'infra, du modèle as a service, du fabricant JA, le Power Commerce. Code Quantum. Voilà, la petite news. Il y a toujours le Quantum qui arrivera un de ces 4 et les modèles Copilot qui devient personnifié, en tout cas personnalisé selon des thématiques. Ça fait déjà pas mal de choses. On espère que vous avez apprécié l'épisode. N'hésitez pas, comme d'habitude, à partager, liker. Alors l'épisode sera toujours aussi traité en petites parties pour ceux qui voudront revoir spécifiquement certaines parties plus rapidement sans écouter ce qu'on a à dire d'un aspect tech ou pas, si ça vous intéresse pas. Si vous voulez écouter que la partie Power BI, je comprends. Voilà. Exactement. Moi, si vous adorez plus Benjamin, venez liker la vidéo de Benjamin, mais likez quand même la principale aussi. On en a besoin pour les vues. Et puis du coup, on vous dit à très vite. Rendez-vous pour un épisode normal la prochaine fois. Et puis c'est tout, on ferme là-dessus. Ouais, on ferme là-dessus. Merci à tous. Ciao, bonne soirée. Bonne soirée ou bonne matinée.